Madame, Monsieur, bonsoir. En tout cas pour ceux pour qui la soirée vient de commencer. Euh, je vous propose que nous commencions tout de suite notre webinaire qui est consacré ce soir au placement financier réservé ou en tout cas ouvert aux Français qui résident à l'étranger. Euh, vous avez été très nombreux à vous inscrire. Vous êtes déjà pas mal à vous être connectés. Ce que je vous propose, c'est que nous commencions dès à présent le webinaire et les personnes qui ne sont pas encore connectées pourront nous rejoindre au fur et à mesure. Je m'appelle Patrick Fontan, je suis gérant du cabinet Beaubourg Patrimoine, qui travaille notamment pour les expatriés et pour les Français de l'étranger. On vous présentera en fin de webinaire plus précisément quel est notre cabinet, quelles sont les personnes qui le composent et comment on peut vous aider. Euh, Habituellement, j'organise ces webinaires avec notre directeur international Steph Ninby. Malheureusement, ce soir, il est souffrant, il ne peut pas être présent, il le regrette, mais il restera à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions ou si vous souhaitez en savoir plus sur les produits qui vont vous être présentés. Donc, l'objectif ce soir, c'est de vous présenter quelques généralités sur la notion de risque, la notion de performance pour les placements financiers. C'est la partie un petit peu théorique qui vous permettra de mieux appréhender les risques et les avantages des produits qui vous sont présentés par la suite. Donc, on a choisi ce soir de vous présenter 5 types de produits financiers. Le premier, tout ce que vous pouvez acheter sur des marchés financiers classiques, actions, obligations, c'est ce qu'on appelle les titres financiers cotés. Ensuite, on vous présentera des produits un peu particuliers qui sont des produits à performance absolue. Pourquoi? Parce qu'ils essayent d'être toujours positifs. Ils y arrivent ou ils n'y arrivent pas, mais c'est leur objectif. Donc, que les marchés financiers soient à la hausse ou à la baisse, eux, ils vont construire leur allocation pour pouvoir dégager une performance positive, même quand les marchés baissent. Troisième gamme de produits qu'on va vous présenter ce soir sont les produits structurés. Vous en avez sûrement entendu parler. Vous allez voir que c'est des produits qui vous permettent de bénéficier des performances des marchés financiers avec un plafond, mais en contrepartie, vous avez aussi une limite à la baisse. Donc, c'est des produits qui sont intéressants pour les personnes qui veulent investir sur les marchés financiers sans en prendre tous les risques. Alors, parlant de risque, le quatrième type de placement qu'on vous propose ce soir, il est beaucoup plus risqué. Ce sont les crypto-monnaies. On vous exposera un petit peu comment on peut investir sur les crypto-monnaies quand on est français de l'étranger. Les solutions qu'on vous propose pour investir peut-être avec plus de visibilité que si vous étiez tout seul avec les plateformes spécialisées. Et le dernier type de placement qu'on va vous proposer ce soir, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Vous savez, c'est les plateformes Internet. Donc nous, on va aller un petit peu au-delà des plateformes Internet et on essaiera de vous proposer déjà de vous mettre en évidence les avantages et les inconvénients de ce type de placement et vous proposer quelques produits qu'on a sélectionnés. Ce que je vous propose pour le bon déroulement de notre séminaire, c'est que vous posiez vos questions au travers du chat et moi je vous répondrai non pas pendant le déroulement du webinaire, sinon en plus je suis tout seul ce soir, je m'en sortirai pas, mais je les reprendrai à la fin du webinaire et je m'efforcerai d'apporter la réponse aux questions que vous aurez posées. Voilà. Donc, ce que je vous propose, on commence dès à présent. L'objectif, c'est de tenir dans 1 heure. Donc, je vais essayer de vous dérouler quelques notions de base sur les placements financiers. Avec la loi Guérin de la finance, c'est que les financiers, c'est pas des magiciens. Et donc, plus vous souhaitez gagner de l'argent, plus vous devrez prendre de risques. Hein. Plus l'espérance de rendement d'un actif financier est élevée, plus fort aussi est le risque qui lui est attaché. Donc, ne croyez surtout pas tous ceux qui vous disent qu'ils peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent sans risque, c'est pas possible. Il faut juste maîtriser le risque, le connaître, et une fois que vous le connaissez et que vous le maîtrisez, vous le prenez ou vous le prenez pas en fonction de l'espérance de gain que vous allez avoir. Alors,
comment on va mesurer la performance d'un actif financier? Donc, on va comparer un actif financier à deux dates. Par exemple, sur une période de 10 ans, et vous allez regarder quelle était la valeur de votre actif financier au début de la période. Vous allez regarder la valeur de votre actif financier à la fin de la période. Vous allez déduire évidemment tous les frais qui vont affecter le placement pendant sa durée d'existence. Et vous allez regarder, vous avez deux manières de regarder cette performance. Vous pouvez dire, je fais 100, j'ai placé 100 en année 1, j'ai 200 en année 2, pardon, j'ai 200 en année 10 et mon placement, il a doublé. Ça, c'est une mesure de la performance qui est un peu basique et qu'on appelle dans le jargon de la finance le multiple. Donc, si vous passez de 100 à 200 sur 10 ans, c'est simple, vous avez fait 2 fois votre mise et vous avez un multiple de 2. C'est une notion un peu frustre parce qu'elle ne tient pas compte du temps qui passe. C'est sûr que si vous gagnez 2 fois votre mise en 1 an, ce n'est pas tout à fait pareil que si vous gagnez 2 fois votre mise en 10 ans. C'est pour ça que les financiers habituellement mesurent la performance au travers de ce qu'on appelle le taux de rendement interne d'un investissement, où là, on va regarder certes la performance pendant la période, mais on va aussi la rapporter à la durée de cet investissement. Et donc, plus la durée est longue, et plus votre rendement va baisser. Et donc, quand on vous dit, par exemple, que votre placement a un objectif de TRI de 5%, ça veut dire que votre placement, tous les ans, il doit gagner 5% par an de manière composée. Et donc, c'est beaucoup plus représentatif de la réelle performance de votre actif financier. Donc, n'oubliez pas, quand vous analysez la performance des actifs financiers qu'on vous propose, de bien regarder cette notion de temps et cette notion de taux de rentabilité interne. Donc, ça, c'est la première manière d'apprécier votre actif financier. Il y en a une deuxième pour ceux qui vont rechercher un revenu, qui ont par exemple besoin de préparer leur retraite. C'est important, la notion de TRI, sauf que ce qui est plus important pour ces personnes-là, c'est de savoir, quand ils investissent dans un actif financier, quel sera le revenu que sera capable de produire ce revenu financier, notamment par exemple pour payer l'équivalent de pension de retraite. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le taux de rendement facial d'un actif financier et qui est basiquement défini comme le rapport entre le revenu distribué par votre placement et la valeur de votre actif. Et donc, par exemple, si vous achetez des parts de SCPI pour votre retraite, vous allez acheter ces parts de SCPI avec une optique de rendement facial, essentiellement en vous disant, si j'achète aujourd'hui 100 000 euros de SCPI, quel sera le rendement que je peux attendre pour compléter ma retraite ou pour la constituer. Donc, c'est une notion qui peut être importante aussi, mais plutôt en termes de flux qu'en termes de stock. Donc, voilà un petit peu les deux notions de performance, enfin les trois notions de performance, hein, entre le taux de rendement facial, le taux de rendement interne et le multiple. Ensuite, il faut rapprocher ces performances des risques que vous prenez. Le risque en finance, c'est principalement un indicateur qu'on appelle la volatilité. Comme son nom l'indique, la volatilité, c'est un petit peu l'ampleur des variations de cours d'un actif financier. Donc ça veut dire que plus votre actif financier il bouge, plus il est risqué. Plus il monte et plus il baisse, plus il est risqué. Même si au final la performance d'un actif volatile est équivalente à celle d'un actif qui ne l'est pas, il faut toujours privilégier l'actif qui est le moins volatile, parce que c'est celui qui vous fera prendre le moins de risques. Donc la volatilité, c'est un paramètre de quantification du risque de l'actif financier qu'on vous proposera. Donc, normalement, quand la volatilité de risque est élevée, quand la volatilité est élevée, vous pouvez espérer gagner plus, mais vous pouvez aussi perdre plus. On vous a mis, par exemple, sur le graphique que vous voyez à la gauche de l'écran, j'ai choisi un actif qui est relativement risqué, qui est un OPCE dont on parlera tout à l'heure, qui est investi
sur les crypto-monnaies, mais qui investit avec des sociétés cotées en bourse. Donc, vous voyez que le graphe bleu qui représente le parcours de ce fonds, il est assez volatile. En 2022, il a beaucoup baissé. Et depuis 1 an et demi, il a beaucoup monté avec quand même quelques phases un peu chaotiques. Donc au final, l'actif, il est relativement performant si on regarde la durée qu'on a mis sur la durée d'étude, mais on s'aperçoit quand même que la volatilité qui est calculée, elle est de 31%. Et 31% pour un actif financier, c'est une volatilité importante. Alors la volatilité, elle dépend aussi de la période d'analyse. On peut analyser la volatilité sur 1 an comme on peut l'analyser sur 10 ans. En général, un actif est moins volatile si la période est longue. Donc, faites attention quand vous choisissez un actif coté, notamment, qui peut bouger tous les jours. Faites attention à l'ampleur de ces mouvements. Hein, plus l'ampleur est élevée, plus vous avez possibilité de gain, mais plus vous avez possibilité de perte. Il y a un autre indicateur qui est utilisé par les financiers pour mesurer le risque. Alors ça, c'est souvent de l'anglais. Hein. Donc ça s'appelle le max drawdown. Donc le max drawdown, en fait, c'est la perte maximale qu'on va regarder sur le passé. Hein. Donc la perte maximale historique que vous auriez pu supporter si vous l'aviez acheté au plus haut, l'actif financier, et que vous l'avez revendu au plus bas. Et ce, pendant une période déterminée. Donc, vous voyez, si vous voulez acheter un actif, vous regardez quelle était sa valeur au plus haut, quelle était sa valeur au plus bas. Si vous voyez, par exemple, que la différence entre les deux, c'est 30%, ben, ça veut dire que même si les résultats passés ne font pas les résultats à venir, vous avez quand même la possibilité de rentrer dans un actif qui a perdu dans le passé 30%. C'est pas tout à fait la même chose que si vous rentrez dans un actif qui a perdu 5%. Et donc là, on vous a mis un autre fonds que j'ai choisi comme étant particulièrement peu risqué et qui a une volatilité très faible, qui est un fonds qui investit sur des obligations à très courte durée. Vous voyez la performance de ce fonds en bas à droite. J'ai choisi un fonds qui s'appelle Horis Short Duration, mais j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres. Donc lui, vous voyez, il a une volatilité faible. Hein. On part de 31% pour aller à 1,5%. La performance, vous voyez aussi qu'elle n'est pas tout à fait la même parce que on est parti de l'indice 100 et on arrive péniblement à un peu plus de 105 sur une période de 4 ans. Donc c'est pas un rendement exceptionnel, c'est pas une performance exceptionnelle. Par contre, vous voyez aussi que le drawdown, il est beaucoup plus faible. Il a su faire pendant la pandémie, mais il a perdu, vous voyez, il a perdu à peu près 6% pendant la pandémie, alors que les fonds les plus volatiles ont perdu jusqu'à 60 ou 70% pour les plus risqués d'entre eux. Donc, vous avez un fonds qui est beaucoup plus pépère, vous gagnerez beaucoup moins, mais vous perdrez beaucoup moins si ça ne se passe pas bien. Donc, c'est cette notion de perte maximale et de volatilité qu'il est important de maîtriser avant de se lancer dans un investissement financier. Comment on fait pour combiner la performance et la volatilité? Parce que vous pouvez avoir des placements volatiles et risqués, mais pas bons. Et puis, vous pouvez avoir des placements peu volatiles, mais performants. Donc, il y a un indicateur aussi en finance qui existe, qui est connu de tous ceux qui investissent, qui s'appelle le ratio de Sharpe, où là, on va croiser les deux notions, en fait. On va mesurer l'écart de rentabilité de votre portefeuille d'actifs financiers par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque. Et donc, ça permet de répondre à la question que vous vous posez avant d'investir, c'est est-ce que le gestionnaire à qui je confie mon argent, il a obtenu un rendement supérieur au marché en prenant davantage ou pas de risques. S'il obtient un rendement supérieur au marché en prenant plus de risques, il n'est peut-être pas si bon que ça. Parce qu'en contrepartie, il aurait peut-être pu perdre. Donc c'est important cette notion de ratio de Sharpe. Et regardez les ratios de Sharpe, par exemple, quand vous regardez un fonds, s'il est supérieur à 1, c'est plutôt pas mal. Il y en a pas la majorité qui dépasse 1. Donc croisez bien, regardez pas quand vous regardez la performance d'un actif financier, ne vous limitez pas juste à sa performance sous forme de taux de rendement interne, sous forme de taux de distribution des revenus ou sous forme de multiples, mais regardez aussi les risques qu'a pris le gérant pour arriver à cette performance. Et c'est des notions dont on reparlera plus tard parce qu'elles sont fondamentales pour tous les placements financiers qu'on vous proposera ce soir. Alors, maintenant qu'on a
un petit peu dérouler les principales notions financières pour apprécier la performance et le risque d'un placement financier. Bon, on va vous décrire les principaux placements qui vous sont offerts pour investissement. Le placement le plus connu, c'est l'action. Les actions qui sont cotées sur des bourses, hein, c'est pour ça qu'on vous a mis la photo de la bourse de Paris à l'écran. Donc pourquoi on recommande à nos clients d'investir en actions alors qu'on sait que ça bouge, que des fois ça perd il ne faut pas oublier que quand vous détenez des actions, c'est que quelque part, vous êtes actionnaire de l'économie mondiale. Vous achetez des bouts d'entreprises qui produisent des richesses. Et comme vous pourrez le noter, depuis plusieurs siècles, globalement, la croissance mondiale, elle est positive. Elle est peut-être un peu moins positive aujourd'hui dans les pays occidentaux qu'elle ne l'était après la Deuxième Guerre mondiale, mais elle est positive et elle est aussi très positive dans beaucoup de pays émergents. Donc la croissance mondiale, acheter des actions, c'est devenir actionnaire de la croissance mondiale. Et donc, sur le long terme, si vous ne vous trompez pas trop dans le choix de vos actions, et ça on va y revenir, vous êtes gagnant. Simplement, et quand on regarde un petit peu l'historique de manière plus précise, vous savez bien qu'à la bourse, il y a des hauts et il y a des bas. Aujourd'hui, on est plutôt dans les hauts. La performance, elle n'est pas la même quand on investit au plus haut et de celle quand on investit dans des creux de marché. Ça, c'est facile à dire. Le problème, c'est que souvent, quand vous êtes dans un creux de marché, vous vous dites oh, ben, ça va encore baisser, ce n'est pas le moment d'investir, puis vous devenez pessimiste. Et puis, quand ça monte, vous êtes euphorique en disant bah, j'ai raté la hausse, quand est-ce que je rentre parce que là, j'ai déjà perdu 10 ou 15% par rapport à ce que j'aurais pu gagner si j'avais investi il y a un an. Donc, on a un comportement moutonnier qui fait même si on sait que c'est important le point d'entrée, ben, souvent on se trompe. Donc, aujourd'hui, est-ce que je vais vous recommander d'acheter des actions ou pas compte tenu du niveau où sont les indices mondiaux. Donc aujourd'hui, les grandes bourses mondiales, elles sont proches de leur plus haut. Encore une fois, c'est pas dramatique d'être proche de son plus haut puisque la croissance économique mondiale, elle a jamais été, enfin le PIB mondial, si vous voulez, il n'a jamais été aussi élevé. Donc c'est pas complètement aberrant qu'on soit pas loin des plus hauts. Mais il s'avère quand même qu'il y a quelques indicateurs qui font qu'on est un petit peu prudent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le marché américain, qui est quand même le marché qui a créé le plus de valeur ces 30 dernières années, le marché, et surtout ces 5 dernières années, le marché américain, il est cher, mais l'économie, elle est performante. Donc, on peut se dire peut-être que je peux attendre que ça baisse. Il y a les élections, peut-être qu'il y aura du protectionnisme, on ne sait pas, peut-être que ça va baisser, mais le problème, c'est que l'économie, elle est performante et qu'elle tire quand même les résultats des entreprises. En plus, vous savez que c'est aux États-Unis que l'innovation se développe le plus rapidement et les marchés américains ont été beaucoup tirés par l'intelligence artificielle, ce qui explique d'ailleurs pour une grande partie leur cherté. Le marché européen, c'est un petit peu l'inverse. Il n'est pas cher. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, notamment si vous regardez les petites et moyennes capitalisations européennes, elles valent moins cher que les actions des entreprises qui ne sont pas cotées et qui sont rachetées par des fonds de private equity. Donc on est à des niveaux historiquement faibles par rapport aux performances historiques des actions européennes. Le problème, c'est que l'économie européenne, elle manque un petit peu de peps. Hein, la croissance, elle est un peu faiblarde. On a du mal à la faire repartir. L'économie européenne est exportatrice et ses principaux pays d'exportation souffrent, notamment la Chine. Elle souffre aussi de la guerre en Ukraine et des conséquences de la guerre en Ukraine, notamment au niveau énergétique. Donc c'est un petit peu compliqué. En plus, aujourd'hui, elle manque un petit peu de visibilité, notamment en France, parce qu'on a un problème de déficit budgétaire à régler assez rapidement et on ne sait pas trop comment ça va se passer.
Donc, les marchés sur lesquels on a l'habitude d'investir, le marché américain, il est un petit peu cher, mais l'économie fonctionne. Le marché européen, c'est la promotion, mais c'est un peu, ça manque un peu de peps. Il y a un autre marché, la troisième grande catégorie de marché, si on schématise vraiment la finance mondiale, ce sont les marchés émergents. Alors les marchés émergents se recoupent des pays qui ne se ressemblent pas, hein. Vous avez à la fois des pays comme la Corée ou Taïwan qui sont quasiment développés. Vous avez la Chine qui est presque développée et qui vit sa vie indépendamment des marchés mondiaux. Et vous avez les grands pays, enfin, vous avez quelques pays d'Amérique latine ou d'Afrique ou du Moyen-Orient. Donc globalement, les marchés émergents, ils ont un petit peu souffert ces 10 dernières années. Là, depuis quelques années, le problème des marchés émergents, c'est la Chine. La Chine, vous savez que depuis 3 ans, elle a des problèmes de croissance, elle a du mal à se remettre de la pandémie. Et même si la croissance est de 4,5 à 5% cette année, c'est moins que le potentiel économique du pays. La démographie est moins bonne. Les investisseurs sont un petit peu inquiets aussi de la gouvernance politique, ce qui fait que c'est un pays qui n'est pas à la mode aujourd'hui, qui le redeviendra peut-être demain, mais il n'est pas à la mode. Il représente 30% environ des indices des pays émergents, donc il tire à la baisse. Il y a quelques pays d'Amérique latine qui ont connu des soucis depuis le début de l'année, notamment le Mexique et le Brésil. Donc globalement, les marchés émergents, ils sont très hétérogènes. Vous en avez des hyper dynamiques comme Taïwan, qui est à moitié émergent d'ailleurs, et comme l'Inde, qui a bien marché. Et vous avez des pays à la traîne comme la Chine, le Brésil ou le Mexique. Nous, on pense que les marchés émergents, c'est une classe d'actifs intéressante. Juste, ce qui m'inquiète un petit peu, même si la Chine n'est pas chère du tout, c'est que si la guerre commerciale repart après les élections présidentielles américaines, ça risque d'avoir un impact sur la bourse chinoise. Donc, on est modérément prudent sur les actions. On se donne surtout quelques semaines pour voir comment ça va se passer en Europe. Mais, mais globalement, on peut quand même regarder certains marchés. Alors, si on est convaincu d'investir à l'action, qu'on est français de l'étranger, comment on va faire pour investir? Nous, la recommandation qu'on va vous faire, c'est de diversifier votre risque. Mettre toute votre épargne sur Air Liquide parce que vous avez eu un article dans le journal qui vous convainc que la société a un potentiel énorme lié, par exemple, à l'électrification ou à la gazéification des économies dans le cadre de la décarbonation. Peut-être que c'est une bonne idée, mais si vous vous trompez dans votre idée ou si ça se passe pas comme prévu ou s'il y a des concurrents qui arrivent et qu'on ne voit pas aujourd'hui, vous risquez quand même de perdre votre mise. Donc, la diversification, c'est un principe aussi de base, je n'en ai pas parlé dans la première partie, mais c'est un principe de base de la finance. Donc, les actions, on vous recommande d'avoir une diversification à la fois au niveau des entreprises, mais probablement aussi au niveau des marchés, au niveau comment dire, des classes de risque à l'intérieur des actions. Vous avez des actions, par exemple, de sociétés qui ont une croissance très rapide. Celle-là, comme je ne sais pas, par exemple, ces dernières années, Tesla. Donc ça, c'est des valeurs qui sont très sensibles au taux d'intérêt parce que les bénéfices de ces sociétés vont beaucoup augmenter dans les années à venir. Donc comment on anticipe que le temps va jouer son rôle? On va être obligé d'intégrer la notion de taux d'intérêt pour actualiser les profits futurs. Donc, de manière basique, ces valeurs-là sont très sensibles au taux d'intérêt. Et vous remarquerez, c'est ce qu'on appelle les actions de croissance en général dans le jargon financier. Et en 2022, ces actions-là, compte tenu de la hausse des taux, elles ont perdu souvent 30 à 40%. Hein, des actions comme Meta, comme Alphabet, comme Tesla ont perdu largement 20 à 40 ou 50% en 2022. Donc, il faut faire attention avant d'investir. C'est aussi les actions qui ont le plus remonté depuis que les taux se sont stabilisés et ont commencé leur décrue. Et puis, vous avez des actions
plus pépères, comme les aciéries, comme la chimie, la vieille économie, par exemple, ou la santé. Là, on va regarder, l'investisseur va regarder si la société est valorisée cher par rapport à ses actifs et par rapport à son potentiel de génération de profit immédiat et dans un proche avenir. Ça, c'est ce qu'on appelle en général en finance des actions valeur. Elles bougent pas pareil. Ces actions-là, de manière générale, elles sont pas très à la mode en ce moment, mais en 2022, elles ont assez bien résisté. Historiquement, c'est quand même pas une classe de risque performante sur ces 10 dernières années. Ça ne veut pas dire qu'elles seront pas performantes les 10 prochaines années. Donc, si vous diversifiez votre risque et vous mettez un peu des deux, vous gagnerez peut-être pas le maximum, mais vous êtes sûr aussi de ne pas passer complètement à côté des mouvements de marché. On vous recommande aussi de diversifier le risque géographique. Vous voyez que si vous n'êtes pas du tout présent depuis 10 ans sur les États-Unis, vous avez loupé quelque chose. Donc, ça serait dommage de ne pas avoir d'actions américaines. Et pour avoir des actions américaines, il faut les mettre dans son portefeuille. Mais si vous dites, je ne mets que des actions américaines et que dans les prochaines années, ça ne se passe pas comme prévu et que l'Europe refasse une partie de son retard, si vous n'avez pas diversifié votre risque, vous ne participerez pas à cette hausse. Et c'est difficile de lire dans l'avenir. Alors, il y a une autre question que vous allez vous poser avant d'acheter des actions. Si vous suivez la presse financière et que vous êtes passionné par la vie des entreprises, vous pouvez vous dire j'ai envie d'acheter en direct parce que je sais très bien, moi, que Microsoft s'est bien positionné sur l'intelligence artificielle. Ça a plein de logiciels qui sont dans les entreprises, elles ne peuvent pas s'en passer. Je suis sûr que ça ne peut pas baisser et je vais acheter du Microsoft. Ça, c'est une position qu'on peut avoir avant d'investir en action. On peut avoir une autre position qui est de se dire, moi, j'y connais rien, je fais comment est-ce que j'achète un OPCVM, ce qu'on appelait avant les SICAV, c'est-à-dire un organisme, vous allez confier à une société de gestion le choix des actions dans lesquelles vous allez investir, elle va vous prendre des frais en contrepartie, ça c'est un petit peu normal, ou est-ce que vous prenez la décision d'investir directement dans les sociétés. Nous, on considère que c'est plus prudent d'investir dans les OPCVM parce que les sociétés de gestion des OPCVM, elles ont des dizaines d'analystes pour analyser les sociétés. Ces analystes, ils font quand même du travail et ils essayent d'éviter de faire des grosses erreurs. On trouve que le risque est mieux mutualisé, mieux appréhendé quand on investit dans un OPCVM et que le jeu en vaut la chandelle. Il y a un autre thème dont vous avez certainement entendu parler, c'est est-ce que je choisis de la gestion active ou de la gestion passive? Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, ces deux termes-là? La gestion active, là, vous allez confier c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire vous allez investir dans un OPCVM où il y a un gérant qui va dire, moi, je pense que Microsoft, ça va mieux marcher que Meta pour telle et telle raison, et je vais acheter du Microsoft plutôt que du Meta. Je vais surpondérer Microsoft dans mon allocation et il va faire ça sur une cinquantaine de sociétés ou une centaine de sociétés qu'il aura identifiées et son objectif, c'est de battre l'indice. Ça, c'est ce qu'on appelle de la gestion active. En contrepartie, il va vous prendre des frais. Donc, les frais sur des OPCVM de détail, il faut compter à peu près 2% si vous voulez, chaque année, qui sont ponctionnés par le gérant pour investir dans les actions. La gestion passive, ça a été inventé par une société de gestion américaine qui s'appelle Vanguard il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, et qui était de se dire, quand même, quand on commence avec 2% de retard par rapport à l'indice chaque année, il faut être super bon gérant pour arriver à faire mieux que l'indice. Donc moi, je vais m'y prendre autrement. Le patron de Vanguard, il s'est dit, je vais acheter toutes les actions de l'indice, sans me poser de questions, je ne vais pas prendre de gérant particulier et je vais faire en sorte de répliquer l'indice boursier que j'ai choisi pour objectif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon financier des trackers ou des ETF. Donc dans ce cas-là, vous n'investissez pas dans le savoir-faire d'un gérant, vous investissez dans un indice de marché. Et là, vous allez bien faire attention à deux choses quand vous investissez dans un ETF.
est-ce que mon ETF réplique parfaitement le marché? C'est pas toujours le cas. Donc, est-ce que quand la bourse monte, quand le CAC 40 monte de 10%, est-ce que le fonds que j'ai choisi, il va bien prendre 10% et pas 9,5 ou 10, 20? Donc ça, c'est une notion qui est importante. Et surtout, la notion la plus importante quand vous investissez dans un ETF, c'est quels sont les frais que l'ETF il va prendre. Mais vous vous rappelez des 2% que prend un gérant actif, un gérant passif comme Vanguard, comme iShares ou comme Amundi en France, ou State Street, ils vont vous prendre entre 0,05 et 0,30 au maximum donc la gestion passive, c'est moins cher, mais vous n'avez pas accès à la surperformance que peut créer un gérant sur une allocation déterminée. En pratique, les gérants actifs, ils ont du mal quand même. Alors, vous pouvez lire dans la presse que euh, c'est plus facile, qu'il y a des périodes qui sont propices à la gestion active, d'autres à la gestion passive. Moi, j'y crois pas beaucoup à ça. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gérants qui durablement battent les trackers. Parce que 2% quand vous partez avec un handicap chaque année de 2%, si vous êtes très bon, vous arrivez quelques années de suite à vaincre cet obstacle-là. Sur une très longue période, c'est compliqué. Le problème des ETF, c'est qu'ils sont pas toujours accessibles comme on le souhaiterait, notamment à une assurance vie. Les assureurs ne les mettent pas souvent. Pourquoi ils les mettent pas souvent? Parce que comme il n'y a pas de frais, en fait, l'assureur ne peut pas récupérer une partie des frais de gestion qu'a pris l'OPCVM comme rémunération personnelle, qui nous restitue d'ailleurs pour partie. Donc en fait, les frais de gestion dont on a parlé tout à l'heure de 2%, ils servent non seulement à rémunérer la société de gestion et son gérant, mais ils servent aussi à rémunérer les distributeurs. Quand les distributeurs ne sont pas rémunérés, ils ne mettent pas en avant les produits. Donc si vous suivez un de nos prochains webinaires sur l'assurance vie, on vous expliquera comment on peut faire pour avoir des ETF très performants dans une allocation à une assurance vie. Souvent, il faut un petit peu d'argent quand même, et il faut souvent recourir aux assureurs luxembourgeois. Les assureurs français qui mettent des ETF, souvent ils mettent quelques obstacles qu'on ne voit pas, comme par exemple des frais au moment où on souscrit. Il faut faire un petit peu attention. Mais bon, globalement, c'est important que vous sachiez que vous avez accès à ces deux types de gestion. Et avant d'investir, il faut choisir votre cheval. Troisième question que vous pouvez vous poser avant d'investir en action, est-ce que je vais prendre un compte titre ou est-ce que je vais prendre un contrat d'assurance vie? Alors, quand on est français d'étranger, il y a deux questions à se poser, c'est la fiscalité et puis c'est les possibilités d'accès. Donc la fiscalité, par exemple sur les comptes titres, vous connaissez certainement la règle selon laquelle vous allez être fiscalisé au fur et à mesure de la génération de la plus-value. Donc ça, c'est assez normal. Alors qu'en assurance vie, vous allez pouvoir capitaliser la performance et vous ne serez fiscalisé qu'au moment où vous retirez votre argent de votre contrat d'assurance vie. Donc sur le papier, c'est très bien. En pratique, il y a des pays où c'est compliqué d'ouvrir des contrats d'assurance vie, notamment aux États-Unis. Si vous ouvrez un contrat d'assurance vie au Luxembourg et que vous êtes résident américain, la législation locale va avoir tendance à considérer que c'est un contrat, c'est un compte titre. C'est pas un compte, ils connaissent pas l'assurance vie aux États-Unis et donc ils vont vous taxer au fur et à mesure de la génération des plus-values. Et si vous revenez en France, on va vous taxer au moment des retraits. Donc vous aurez payé l'impôt deux fois. Il faut faire un petit peu attention à ça. Donc, mais sinon, la fiscalité du contrat d'assurance vie, elle est sympathique. L'autre difficulté qu'ont les Français et l'étranger, c'est que les comptes titres, c'est pas toujours facile. Nous, on a des partenaires qui ouvrent des comptes titres aux Français qui résident notamment en Afrique ou en Amérique latine, mais souvent les montants sont assez significatifs. Donc on a des solutions, mais ça demande un peu d'argent. En assurance vie, c'est pas beaucoup plus simple, mais un peu quand même. On a des solutions pour tous les montants. Et pour des contrats d'assurance vie français ou pour des contrats d'assurance vie luxembourgeois. Donc c'est des questions qu'on peut se poser, qu'on doit se poser avant d'investir, qui ne sont pas forcément liées à la performance sous-jacente des placements qu'on va retenir, mais il faut bien en tenir compte pour investir correctement.
Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire ce soir sur sur les actions. Donc, n'oubliez pas de mettre des actions dans vos placements parce que vous êtes actionnaire de l'économie mondiale. Donc, choisissez bien votre moment. C'est peut-être attendez quelques semaines pour voir un petit peu comment les choses se déroulent, mais n'oubliez pas aussi que les marchés actions sont quand même portés par le fait que l'inflation baisse et que ça, c'est plutôt favorable à cette classe d'actifs. Il y a une deuxième classe d'actifs qui est un peu plus sécurisante, les obligations. Donc, les obligations, ça vous permet non pas de participer à la performance de l'entreprise, mais ça vous permet de lui prêter de l'argent en attendant une rémunération correcte. Donc, vous êtes un peu plus protégé que quand vous achetez des obligations, mais vous ne pouvez pas gagner autant. Vous vous rappelez les problématiques performance versus risque. Donc, vous allez pouvoir avoir un rendement si vous conservez l'obligation jusqu'à son terme. Vous allez prendre moins de risques que sur les actions, mais vous ne gagnerez pas 30 ou 40% avec le rendement de l'obligation. Euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter des obligations? C'est que quand vous achetez une obligation sur un marché financier, contre-intuitivement, le prix il varie. Et il varie en fonction du rendement que peut produire à un instant T une obligation. Je m'explique. Si vous avez acheté une obligation en 2020 de 100 qui vous rapportait 2%, c'était un rendement qu'on trouvait à l'époque, c'est pas beaucoup aujourd'hui on se dirait, mais à l'époque les taux d'intérêt des États étaient négatifs, donc 2% c'était une rémunération. Le problème c'est que quand la Banque centrale, les banques centrales ont remonté leur taux directeur, euh, sur le marché, les mêmes obligations qui étaient émises par le même type d'émetteurs, compte tenu de la hausse des taux directeurs des banques centrales, les investisseurs, ils pouvaient ne plus avoir du 2%, mais pouvaient avoir du 3, du 4, voire du 4,5%. Donc, à un moment, le marché il doit s'ajuster pour tenir compte du fait que le coupon de 2% que vous avez acheté, il a relativement moins de valeur 2 ans après, quand les taux directeurs des banques centrales ont monté, que quand vous vous êtes positionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix de l'obligation, il va baisser pour réajuster les taux de rendement qui sont offerts. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous, les fonds obligataires en 2022, avec la hausse des taux, ils ont perdu entre 10 et 20%. Donc, les obligations, c'est un placement qui permet de réduire son risque, mais qui ne permet pas de l'annihiler totalement si on souhaite avoir un placement liquide. Alors, vous pouvez faire le choix aussi de dire, ben, mon obligation, je vais la garder jusqu'à son terme. Donc, quelque part, certes, si vous la gardez jusqu'à son terme, vous n'aurez pas à supporter la volatilité de votre placement. Par contre, vous aurez à supporter le fait que si vous aviez investi ailleurs, vous auriez plus que 2%. Donc, vous n'aurez pas de perte faciale sur la valeur de votre actif, mais vous aurez une perte d'opportunité de rendement. L'autre chose à laquelle il faut faire attention quand on achète des obligations, c'est que c'est bien que le rendement il soit garanti par l'émetteur, mais encore faut-il que l'émetteur ne fasse pas faillite. Donc c'est pour ça que vous avez toute une hiérarchie de rendement dans les obligations, et moins l'émetteur est risqué, plus faible, plus le rendement est faible. Et évidemment, si vous voulez acheter du rendement, hein, aujourd'hui, si vous voulez un peu de rendement, vous allez de l'ordre de 5-6%, vous allez quand même être obligé. LVMH, ils font pas du 5-6%. Il va falloir aller vers des émetteurs un peu plus risqués que LVMH. Donc, faut bien, quand on achète des obligations, il faut bien prendre en compte à la fois le fait que les taux à l'avenir, ils peuvent bouger et avoir un impact sur la valeur de votre investissement, et le fait que l'émetteur que vous avez choisi, peut-être qu'il ne vous payera pas. Il faut bien le choisir avant d'investir. Mais vous voyez aussi, à contrario, que si les obligations, ça peut souffrir en période de hausse de taux, ça peut aussi gagner en période de baisse des taux. Et les obligations, depuis 1 an et demi, elles ont peut-être perdu entre 10 et 20% en 2022, mais depuis, elles refont progressivement leur retard. Et aujourd'hui, les bons fonds obligataires ou les bonnes obligations, elles valent plus qu'au début de l'année 2022. Donc, ceux qui ont investi début 2023 dans les obligations, ils ont eu l'effet qui se coule. À la fois, ils ont eu le rendement, ils avaient un rendement supérieur
à celui qu'ils auraient eu s'ils avaient acheté un an plus tôt, mais en plus, ils ont pu bénéficier du fait que l'obligation qu'ils ont achetée, elle a pris de la valeur parce que les taux de marché ont baissé. Donc, après, la question, c'est jusqu'à quand ils vont baisser. Ben ça, c'est toute l'incertitude des marchés financiers. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que même après la baisse qu'on a connue depuis, on va dire, un an à peu près, puisque les taux sur les marchés ont anticipé, les marchés financiers ont anticipé la baisse des taux des banques centrales, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a quand même plus de rendement aujourd'hui qu'il y en avait en 2021. Donc, il y a encore de la place à la fois pour avoir un peu de rendement et pour avoir encore un peu de baisse des taux qui pourrait permettre de voir la valorisation de son placement augmenter. Donc on pense que c'est encore un investissement intéressant, surtout aux États-Unis où les taux sont encore un peu plus élevés. Comment vous pouvez faire pour investir en obligations? Donc là, vous avez le même choix que tout à l'heure. Est-ce que j'achète en direct ou est-ce que j'achète avec un fonds? Bon, là, c'est un peu plus, la réponse est un peu plus simple parce que pour acheter des obligations directes, c'est quand même compliqué. D'abord, c'est très technique. Il faut lire le prospectus d'émission. Le prospectus d'émission, il fait plusieurs centaines de pages. C'est du jargon financier, donc ça, je vous le recommande pas. Et en plus, il faut pas mal d'argent parce que le ticket, ça va de 100 000 à 1 million d'euros. Donc, vous pouvez pas diversifier en plus votre portefeuille si vous investissez en direct. Donc, c'est quand même recommandé d'investir en placement collectif et les placements collectifs, ils vont vous facturer des frais moins élevés que sur les obligations. Souvent, en placement obligataire, vous êtes sur des frais de l'ordre de 1% à peu près. Est-ce que je choisis la gestion active ou la gestion passive? Alors là, la réponse est quand même plus ambiguë que pour les actions. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'indices sur les obligations et que choisir le bon, c'est pas si simple. Et parce que les marchés sont moins liquides, donc c'est plus difficile de répliquer les indices. Donc nous, on est assez cool avec la gestion active. On a repéré pas mal d'OPCVM sur les différents marchés. Et les risques que souhaitent prendre nos souscripteurs, on est capable de vous orienter vers les OPCVM les meilleurs et les plus performants sur une longue durée. La question qu'on a posée ensuite, est-ce que j'achète des obligations d'État, hein, ce qu'on appelle les obligations souveraines, des obligations d'entreprise bien notées comme LVMH, c'est ce qu'on appelle l'investment grade. Est-ce que je choisis de prendre un peu plus de rendement? Là, vous allez achevoir d'avoir si vous voulez, des entreprises qui parlent. Vous allez avoir du Picard, du Hélice, vous voyez. Donc là, vous allez avoir des rendements beaucoup plus importants. Mais Picard ou Hélice, ben, il y a moins de visibilité que sur LVMH. Donc là, évidemment, si vous prenez une durée longue d'obligation, vous serez plus exposé au risque de l'entreprise que vous si prenez une durée courte. Et puis ensuite, il y a la problématique de savoir est-ce que je prends une obligation qui est indexée sur l'inflation ou pas. Je dirais pour l'obligation indexée sur l'inflation, je pense que c'est trop tard. Compte tenu du contexte actuel, on ne vous recommandera pas ce type de placement. Alors, il y a un placement qui est très à la mode et dont vous avez dû entendre parler si vous lisez la presse financière. C'est ce qu'on appelle des fonds obligataires à échéance. Donc là, c'est des fonds obligataires qui sont montés en se disant, j'achète des obligations et je les porte jusqu'à 2028, 2027 ou 2029. Donc je sais que j'achète des obligations qui rapportent par exemple du 5%. Et si je les garde jusqu'au bout, eh ben, mon souscripteur, il aura ses 5% par an jusqu'au bout, même si les marchés ils baissent entre-temps. Tout ça à condition que je ne me trompe pas sur le choix des émetteurs. Donc ça a eu beaucoup de succès même encore aujourd'hui, quand les taux étaient élevés, parce qu'il y avait du rendement. C'est un peu comme si vous achetiez. Il faut démystifier un petit peu ce type de placement. C'est beaucoup de marketing. C'est un peu comme si vous aviez choisi un fonds obligataire dont la durée moyenne des obligations était de 5 ans, si vous voulez. Globalement, ça revient un petit peu au même, mais en termes de marketing, ça se vend bien parce que le souscripteur a l'impression de prendre possession du rendement de marché au moment de la souscription. Donc, nous, on en propose, hein, ce n'est pas des placements inintéressants, et surtout, on en a proposé il y a un an, quand la période était bien meilleure, on en a fait beaucoup. Donc voilà, les obligations. Mais par contre, contrairement à ce qu'on peut croire, une obligation, c'est quelque part un prêt, mais c'est compliqué. C'est compliqué d'investir dans les obligations, c'est vraiment un marché spécial. On va peut-être aller un petit peu
plus vite parce que sinon on va y passer beaucoup trop de temps. Donc il y a un deuxième type de placement de placement financier. Donc là on sort des produits cotés non, non, oui, enfin on sort des OPCVM actions ou des OPCVM obligataires et là on va rentrer dans ce qu'on appelle les produits à performance absolue. Alors ça c'est génial. Pourquoi? Parce que l'objectif du gérant d'un fonds dit à performance absolue, ben, il va vous promettre, pardon, excusez-moi, il va vous permettre de gagner de l'argent, que les marchés y montent ou que les marchés y baissent. Donc lui, il veut gagner tout le temps. Donc ça, c'est la panacée, c'est l'idéal. Et pour y parvenir, ben, c'est un petit peu compliqué parce que quand les marchés baissent, on fait comment pour gagner de l'argent? Ben, en fait, les gérants ils recourent à ce qu'on appelle des produits dérivés. Par exemple, ben, si vous voulez un exemple, le gérant, il peut, pour faire une performance, il peut se dire, tiens, je vais parier sur le fait que le peso mexicain, il va se valoriser par rapport au dollar américain. Il va prendre un pari là-dessus au travers d'un produit dérivé, et s'il ne se trompe pas, ben quel que soit le marché, l'évolution du marché, lui, ce qui compte, c'est le peso par rapport au dollar, et s'il ne s'est pas trompé dans son pari, il gagnera de l'argent. Donc, si vous multipliez ça des dizaines ou des centaines de fois, vous pouvez espérer comme ça avoir une performance qui est décorrélée des marchés financiers. Alors, comme ça paraît facile. Si ça l'était, tout le monde ferait ça. Je vais vous décrire quelques stratégies qu'utilisent les gérants de produits à performance absolue pour que vous y voyez un petit peu plus clair quand on vous parle de ce type de placement. Donc, il y a une catégorie qui est assez fréquemment utilisée, la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle les fonds long short. Donc, je vais vous prendre un exemple. Si vous pensez que l'action Peugeot va surperformer les autres valeurs du secteur automobile, ben, vous allez acheter des actions Peugeot et vous allez vendre à découvert un indice représentatif du secteur automobile. Et donc, vous avez une exposition zéro à votre marché, mais si l'action Peugeot surperforme les actions du marché automobile, vous avez gagné sans prendre le risque de marché. Simplement, vous avez pris le risque que l'action Peugeot elle surperforme. Donc ça, typiquement, c'est ce que font les gérants de fonds long short. Alors, il y a deux types de fonds long short. Il y a les purs et il y a les impurs. Donc, le fonds impur, le gérant, ça veut dire quoi? Les gérants de fonds long short, ils sont comme vous, ils ont vu au début de la présentation que la croissance mondiale, elle est positive et que globalement, les actions, elles montent. Donc, ça veut dire quand même qu'à chaque fois qu'ils parient sur des ventes à découvert, il joue un petit peu contre le marché structurellement, puisque le marché, il monte tendanciellement. Donc, il va avoir tendance à prendre plus de risques acheteurs que vendeurs à découvert. Et donc, vous verrez, si vous lisez la présentation de ces fonds-là, que souvent, ils sont exposés à 30 ou 40% sur l'évolution du marché. Par exemple, le fonds Moneta Long Short, qui est assez connu dans le milieu financier, c'est un fonds où il va prendre plus de paris à la hausse que de paris à la baisse. Donc, il n'est pas complètement à performance absolue. Il est quand même aidé quand les marchés y montent. Les vrais fonds de performance absolue, il y en a quelques-uns, j'en ai mis un là, qui s'appelle le Candriam Absolute Return Equity Market Neutral. Alors, vous voyez, market neutral, ça veut dire que lui, il fait comme si le marché, il montait pas. Alors, comme ça, c'est très bien, mais il faut que le gérant, il soit vraiment très bon pour pas se tromper dans ses paris. Et comme ils sont pas toujours excellents, ils préfèrent avoir la soupape de sécurité, d'avoir un peu d'exposition sur les marchés. Donc voilà un petit peu ce qu'on appelle les fonds long short. Il y a 80% des fonds à performance absolue, si ce n'est plus, qui sont des fonds long short. Les fonds global macro, là, c'est un petit peu différent. On va se retrouver plutôt sur les paris du type le peso contre le dollar américain, où là, vous allez avoir des gérants qui vont essayer de profiter des déséquilibres macroéconomiques ou des événements qui peuvent se produire au plan macroéconomique pour en bénéficier en ayant souvent un point de vue mondial et toutes les classes d'actifs.
en général. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent prendre des paris sur les devises, ils peuvent prendre des paris sur les obligations, ils peuvent prendre des paris sur les actions et ils peuvent prendre des paris sur n'importe quel endroit dans le monde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fonds global macro. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un qui est célèbre parce que le gérant a eu quelques soucis, même si le fonds est performant. C'est les fonds de la gamme H2O, dont multistratégie, qui représente exactement ce que je viens de vous dire. Il prend tous les paris possibles et imaginables et normalement, il s'en sort très bien. Donc ça, c'est le deuxième type de fonds, pas très ouvert au grand public quand même. Il n'y a pas énormément de fonds qui font ça. Vous avez un troisième type de fonds à performance absolue qui est encore moins connu, qui s'appelle les CTA, Commodity Trading Advisors. Donc là, c'est des fonds qui vont mettre en place une approche quantitative pour détecter et profiter des tendances de marché à la hausse comme à la baisse. Ça, c'est, si vous voulez, des fonds qui vont essayer de profiter des effets de mode. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le momentum. Bien. Aussi très peu de fonds, il y en a un qu'on aime bien, nous, on le met de temps en temps quand la période s'y prête, c'est le fonds Cyril systématique qu'on retrouve dans quelques contrats d'assurance vie et sur les comptes titres. Donc voilà un petit peu ce qu'on appelle les produits à performance absolue. Vous pouvez les mettre dans des comptes titres, vous pouvez les mettre dans des contrats d'assurance vie. Je ne vais pas vous cacher le problème de ces fonds-là. C'est vrai que souvent, ils sont décorrélés des marchés, mais le problème, c'est que des fois, ils baissent quand les actions montent ou quand les marchés montent. Donc, le gérant, il n'est pas toujours excellent. Il y a des années de moins bien. Et donc, souvent, on peut utiliser ces fonds-là en complément d'allocation pour jouer des retournements de marché, par exemple, en visant des fonds à performance absolue qui se comportent bien dans les périodes de baisse de marché. Cyril systématique, par exemple, en 2022, je crois qu'il a pris 20%. Donc c'est intéressant. Par contre, quand les marchés sont haussiers, il n'est pas toujours excellent. Donc c'est des placements de diversification, en fait. Donc voilà un petit peu les produits à performance absolue. Alors, il y a un troisième type de produit dont vous avez sûrement entendu parler. Là, on n'est plus directement sur les marchés financiers, plus directement. C'est ce qu'on appelle les produits structurés. Donc, les produits structurés sont des produits qui vont vous permettre d'investir sur les marchés financiers, mais vous n'allez pas acheter des actions, vous n'allez pas acheter des obligations, vous allez acheter des titres qui eux-mêmes vont être investis dans des actions ou dans des indices. Mais vous allez les acheter de manière un peu particulière, vous allez avoir un airbag de sécurité. Donc l'airbag de sécurité, ça veut dire que vous allez être protégé si le placement baisse trop fortement. Donc dans un produit structuré, vous allez avoir trois acteurs. Vous allez avoir une banque d'affaires. Donc la banque d'affaires, c'est elle qui va vous dire je vais acheter pour vous une action, par exemple Stellantis, qui est une action qui est à la mode aujourd'hui, et qui va vous faire une promesse en vous disant si l'action Stellantis, au cours des 10 prochaines années, dépasse le niveau qu'elle atteint aujourd'hui, moi, en contrepartie, je vous donnerai une rémunération de, par exemple, 7 ou 8% par an pour chaque année écoulée. Donc, si par exemple, votre action Stellantis que vous avez acheté 100 à aujourd'hui, elle vaut en année 2, 90, en année 3, 90, en année 4, 90 et en année 5, 100, vous avez dépassé la barrière de remboursement de 100 et on va vous restituer tous les coupons depuis la date d'émission du produit. Donc ça, c'est la banque émettrice qui va vous garantir ces coupons. Les banques émettrices les plus fréquemment rencontrées, c'est Goldman Sachs, c'est Société Générale, c'est Morgan Stanley. Donc ensuite, vous allez avoir un arrangeur. Donc c'est lui qui va construire le produit. C'est lui qui va dire, qui va aller voir la banque émettrice en disant tiens, je préférais aujourd'hui du Stellantis pour telle et telle raison. Et puis ensuite, vous avez le distributeur. Donc le distributeur, il a deux niveaux. Vous avez la banque ou l'assurance vie qui va accepter de référencer le produit structuré dans sa gamme, et vous avez des conseillers comme nous qui vont accepter de le proposer à leurs clients. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'acteurs. Donc, s'il y a beaucoup d'acteurs, ben, chaque acteur va se faire rémunérer pour sa contribution, ce qui est normal. Et il faudra en tenir compte dans la performance du produit. Donc, ensuite,
autre caractéristique d'un produit structuré, c'est que donc le gain, il est plafonné, comme vous avez vu tout à l'heure. Si l'action Stellantis augmente sur les marchés financiers de 50%, vous toucherez que les 8% par an, hein, vous ne toucherez pas plus. Hein. Donc si l'action, au lieu de faire 100, elle fait 500, en année 5, ben, vous toucherez exactement le même coupon que si elle avait fait 100. Donc vous participez à la hausse du sous-jacent que de manière plafonnée. Mais en contrepartie, au terme du produit structuré, la banque, elle va vous garantir qu'elle vous rembourse le capital, même si l'action Stellantis a perdu, par exemple, 30%. Donc, si elle a perdu 30%, la banque émettrice, elle vous donnera quand même 100. Par contre, il y a une barrière à la baisse et si ça vraiment ça renfonce les planchers, par exemple, la baisse de 70%, là, la banque émettrice, elle va vous dire, ben, vous participez à cette baisse. Donc, il faut regarder tous ces éléments pour bien comprendre le risque que vous prenez en souscrivant un produit structuré. Donc, premier élément à regarder, la durée. Vous avez des durées de 5 à 12 ans. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. 5 ans, ben, vous en sortez plus vite. Mais si ça ne se passe pas bien, ben, vous avez moins de temps pour vous refaire. 10 ans ou 12 ans, c'est un peu long. Mais vous avez beaucoup plus de chances sur une durée aussi longue de récupérer au moins votre capital et probablement plus de chances de récupérer aussi les coupons accumulés. Il faut que vous regardiez le sous-jacent. Donc, comme je vous ai dit, le sous-jacent, ça peut être un indice boursier. Donc, vous pouvez investir sur les Eurostoxx, vous pouvez investir sur les indices américains. Tous les indices sont imaginables. Il suffit de choisir le bon produit structuré. Vous pouvez investir aussi sur des actions. Donc, de manière générale, les actions qui sont proposées dans les produits structurés, c'est des actions qui distribuent des dividendes parce que la banque émettrice qui a construit le produit va garder les dividendes pour elle. Donc, si elle garde les dividendes pour elle, elle peut vous proposer un coupon relativement plus élevé que si vous avez proposé une action qui ne distribuait pas de coupon. Donc ensuite, faites attention à la date anniversaire, parce qu'il y a des produits où, vous vous rappelez tout à l'heure, on regardait tous les ans si l'action Stellantis, elle avait baissé, elle avait dépassé ou non le niveau de 100, mais il y a des produits où c'est pas tous les ans qu'on va regarder, mais c'est tous les 3 mois, c'est tous les mois ou tous les jours. Et donc, plus la périodicité est rapprochée, plus de chances vous avez d'être remboursé par anticipation rapidement, ce qui est quand même un avantage. Alors, il y a une autre notion très financière qu'on appelle le strike. Donc, le strike, c'est le date de commencement du produit. Et il faut bien comprendre que quand vous souscrivez un produit structuré, la durée de commercialisation est de 1 à 2 mois, voire 3. Donc, on va vous dire, par exemple, que vous allez acheter de l'action Stellantis le 1er octobre. Mais vous, quand vous allez souscrire le produit, vous ne connaîtrez pas le cours de l'action Stellantis le 1er octobre si vous achetez le 1er septembre. Donc, et vous avez un aléa qui est dû au fait que vous ne connaissez pas la valeur à la date de ce strike. Et donc, c'est quand même la notion fondamentale, le strike, puisque c'est celle qui va déclencher le remboursement anticipé les années futures. La barrière de production, on en a parlé, il faut faire attention, mais il y a des produits où vous allez avoir une barrière de protection de 50%, de 40 ou de 30, ça dépend. Des fois même, elle peut être un peu supérieure. Puis ensuite, le coupon. Donc le coupon, là, dans le jargon des produits structurés, il y a deux types de coupons. Il y a deux types de produits structurés avec coupons. Il y a ceux où le coupon est perçu in fine. C'est ce qu'on appelle les produits structurés de type Athena. Et les coupons où il est perçu périodiquement, c'est ce qu'on appelle les coupons, les produits structurés de type Phoenix. Donc tout ça, c'est très, très compliqué, mais les produits structurés ont connu quand même une année géniale depuis un an, parce que à la fin de l'année, comme les taux étaient beaucoup plus élevés, les banques émettrices ont proposé des produits extraordinaires, où vous aviez jusqu'à la fin de l'année dernière des produits où vous aviez du rendement de 6%, coupon garanti, capital garanti. La seule aléa que vous aviez sur ces produits structurés-là, c'était la durée, puisque la banque qui avait émis le produit pouvait le racheter au bout d'un an. Ou 2 ans, ça dépendait des produits. Donc, il est probable que les banques, maintenant que les taux ont baissé, vont rappeler ces produits-là, mais vous aviez quand même du 6% garanti sans prendre beaucoup de risques. Donc ça, c'était une génération exceptionnelle. Et depuis
Ces 6 derniers mois, il y avait une autre génération de produits où là, vous jouiez sur la baisse des taux et donc vous pouviez avoir des coupons de pareil de 6% à peu près dès lors que les indices de marché des taux étaient inférieurs à 3%. Et quand vous investissiez, ben, vous saviez déjà que l'indice d'aujourd'hui, il était inférieur à 3%. Donc vous aviez toutes les chances de toucher ce coupon-là. Donc ça, c'était des produits qui étaient aussi très intéressants, qu'on a beaucoup vendus. Mais là, compte tenu de la baisse des taux directeurs des banques centrales depuis 2, 3 semaines, ils sont en train de disparaître du paysage. Donc maintenant, il reste surtout des produits en ce moment hein, d'indices et d'actions, mais la conjoncture évolue et nous, on sait identifier les produits qui sont intéressants. Donc pareil, ces produits structurés-là, vous pouvez les avoir en compte titre, vous pouvez les avoir en assurance vie. Si vous les avez en assurance vie au Luxembourg, on peut le construire avec vous en fait. On va aller voir les banques émettrices et puis on va choisir la durée, le sous-jacent, le coupon en fonction de ce que peut proposer la banque. Donc voilà ce qu'on appelle les produits structurés. On va aller sur des produits maintenant financiers un peu plus exotiques. Donc on a de manière, on aurait dit non, que c'est un peu provocateur pour un conseiller en gestion de patrimoine d'aborder la question des crypto-monnaies. C'est pas si provocateur que ça parce que aujourd'hui ça marche. Quoi qu'on en pense, ça marche. Même les autorités américaines qui étaient très réticentes reconnaissent que c'est un produit, que c'est quelque part une classe d'actifs. Euh, Vous savez aussi que c'est l'un des thèmes importants des prochaines élections présidentielles américaines. Alors, comment un peu expliquer un petit peu le succès des cryptos? On va pas refaire l'histoire du japonais qui a inventé le Bitcoin, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est une classe d'actifs parce qu'il y a quand même un Français sur 10 qui a investi dedans. Donc c'est quand même pas négligeable. C'est pas la majorité, mais c'est pas négligeable. Vous savez aussi que le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie, qu'elle a été créée il y a 14 ans par le fameux japonais que personne connaît. Au début, c'est un produit complètement exotique qui était à la mode auprès de ce qu'on appelait les cyberpunk. Aujourd'hui, c'est quand même devenu une classe d'actifs connue de tous, de référence. Vous remarquerez que le système qu'a mis en place le créateur du Bitcoin, il n'a jamais été hacké. Donc, on peut dire que c'est coûteux en énergie, on peut dire que c'est pas un minerai comme l'or. On peut dire que on verra tout à l'heure que c'est pas une vraie monnaie, mais il n'empêche que c'est quand même quelque chose de sécurisé et que les règles qui avaient été définies à l'origine, elles ont été respectées. Donc le Bitcoin, ça reste la crypto-monnaie la plus connue, la majoritaire bien sûr. Donc vous savez aussi qu'il y a des centaines d'autres crypto-monnaies qui ont été créées. La plus connue, c'est l'Ether, qui commence à concurrencer un petit peu le Bitcoin. Et puis il y a des centaines, ou même peut-être plus de crypto-monnaies qui ont été créées dans la foulée du Bitcoin et de l'Ether. Donc il y en a certaines qui ont prospéré. Il y en a aussi certaines qui ont éclaté. Donc la grande mode à un moment, ça a été de créer des cryptos qui étaient indexés à une monnaie hein, ou à un panier de monnaie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les stablecoins. Donc vous aviez par exemple le Tether qui était adossé à un panier de monnaie et vous avez le Terra qui lui était exposé, et je crois qu'il était adossé au dollar. Donc l'avantage de ces stablecoins, c'est qu'évidemment la monnaie est beaucoup moins volatile. L'inconvénient, c'est qu'il faut que ceux qui gèrent la crypto-monnaie, ils aient à la banque la contrepartie en monnaie dure des cryptos qu'ils ont créés. Bon, pour le Terra, ils n'avaient pas vraiment. Donc, ça a explosé quand les gens qui détenaient de la monnaie Terra ont voulu récupérer les devises. Et ben, la société qui gérait le Terra n'avait pas les devises. Donc, ça a explosé en vol, c'est fini, on n'en parle plus. Et ceux qui avaient investi là-dedans, ils ont tout perdu. Et donc, c'est quand même très contraignant d'avoir la contrepartie totale de la crypto en dollars ou en panier de monnaie, ce qui fait que c'est quand même pas le type de monnaie les plus répandus.
Et puis après, il y a des effets de mode. Enfin bon, on va pas revenir sur les cryptos qui ont été créés dans la foulée d'Elon Musk ou qui ont été créés par Telegram. Mais bon, globalement, nous, on est quand même plus à l'aise pour parler de Bitcoin ou d'Ether. Alors, est-ce que les cryptos sont des monnaies? C'est une vieille question. On peut dire que c'est pas vraiment des monnaies au sens traditionnel du terme parce que c'est pas des on n'utilise pas son Bitcoin pour aller à la boulangerie. C'est pas un intermédiaire d'échange comme le voudrait la théorie des monnaies classiques. Pourquoi? Parce que le coût est trop élevé. Vous savez qu'il faut aller voir des mineurs pour faire des transactions. Donc c'est très compliqué à faire. Ensuite, c'est trop lent. Bon, en plus, c'est inadapté à des paiements courants et c'est pas utilisé pour des paiements courants. Bon, en plus, c'est très volatile. Donc, si c'est très volatile, c'est un peu compliqué de l'utiliser comme unité de compte. Quel établissement financier accepterait d'avoir comme contrepartie une classe d'actifs qui peut varier de 30 ou 40% sur une année, c'est quand même très compliqué. Bon, par contre, indéniablement, même si c'est pas un intermédiaire d'échange, même si c'est pas une idée de compte, c'est une réserve de valeur. C'est une réserve de valeur parce que les gens l'achètent pour stocker leurs économies. Et ils le font durablement et ils le font de plus en plus nombreux. Qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, c'est pareil. Après, peut-être que le jour où plus personne n'aura confiance dans la Bitcoin, là, ça sera plus une réserve de valeur, mais pour l'instant, factuellement, c'en est une. Alors, faut-il investir dans les cryptos? Bonne question. Je ne vous répondrai pas vraiment aujourd'hui, parce que je n'ai pas de philosophie bien établie. Ce qu'on sait, c'est que on se pose beaucoup de questions pour savoir comment les cryptos évoluent dans le temps. Puisque c'est un actif qui est plutôt récent, on ne sait pas trop anticiper l'avenir. Il y a deux théories qui s'affrontent pour qualifier la valeur d'une crypto-monnaie. Il y a la première théorie que j'ai appelée la théorie digitale. C'est un petit peu une théorie qui dit que vous allez investir dans un Bitcoin ou dans un Ether comme si vous investissiez dans le progrès technologique. C'est-à-dire que en investissant dans une crypto-monnaie, vous investissez dans le digital. Et donc, si vous investissez dans le digital, vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, vous allez aussi investir dans une classe d'actifs qui est sensible au taux d'intérêt. Et on remarquera quand même que globalement, quand en 2022, les taux d'intérêt ont beaucoup monté, effectivement, les cryptos, elles ont beaucoup baissé, comme les actions technologiques dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a certainement un fondement de vrai au fait que les bitcoins et les crypto-monnaies évoluent un petit peu comme les valeurs technologiques. Le problème, c'est qu'il y a quand même quelques exceptions. Il y a eu quelques exceptions quand, par exemple, la Terra a explosé, ou quand, vous savez, la plateforme FTX a aussi explosé en vol à la suite des malversations qu'avaient faites ses dirigeants. Et puis, il y a eu aussi des surréactions. Donc là, c'était des surréactions plutôt à la baisse, c'est-à-dire que les actions technologiques avaient plutôt tendance à se refaire aux États-Unis, mais bon, le Bitcoin, lui, il a baissé à ces moments-là. Puis il y a eu des réactions à la hausse, notamment, par exemple, quand les États-Unis ont commencé à autoriser les ETF, on en reparlera tout à l'heure, pour suivre le Bitcoin. Et là, ça a créé une surréaction à la hausse qui s'est progressivement tassée depuis. Mais bon, globalement, donc, cette première théorie, c'est de dire, quand j'achète un Bitcoin, j'achète pas vraiment de l'or, mais j'achète plutôt la croissance, l'innovation, le digital. Donc la deuxième théorie, c'est un peu l'inverse, c'est de dire je vais acheter une monnaie refuge qui ne dépend pas des banques centrales, qui ne dépend pas de l'incurie des hommes politiques. Et donc le crypto-monnaie, un peu comme l'or, ça serait le rempart ultime contre la gabegie des États. Voilà, pour schématiser, c'est un petit peu le fondement de cette théorie-là. Donc cette théorie, elle est un petit peu affirmée par les faits en 2021 et en 2022. Mais depuis, vous voyez, l'or, il monte et les cryptos, elles montent aussi. Donc, même si ça n'a pas été tout le temps corrélé, il y a quand même un fondement
d'exactitude à se dire que le Bitcoin, ça peut quand même être un rempart contre la profligatie des banques centrales. Alors il faut faire attention parce que si le Bitcoin ou les cryptos ont tendance à l'avenir à évoluer comme valeur refuge et pas comme valeur d'innovation, ça veut dire qu'elles ne pourront pas connaître les mêmes progressions que celles qu'on a connues, hein, parce que l'or, il ne prend pas 100% dans ses meilleures années, ou très rarement. Donc ça voudrait dire que plus la crypto devient valeur refuge, plus ses chances de gain sont réduites. Après, donc une fois on est convaincu, on peut faire comme les 10% de Français qui ont investi. Bon, comment on fait? C'est une question que je me suis posée. Alors, il y a deux manières d'investir. On se débrouille tout seul. Donc, on se débrouille tout seul. Vous allez ouvrir un compte sur une plateforme qui va être Coinbase, Binance ou beaucoup d'autres. Vous pouvez aussi transmettre votre ordre par une banque qui a passé des accords avec les plateformes. Vous aller chez Revolut, chez N26 ou d'autres banques de ce type. Donc, vous ouvrez votre compte et donc la plateforme, elle va vous ouvrir un portefeuille et ce portefeuille, il va être destiné à abriter vos cryptos. Donc, vous n'aurez pas. C'est quand même la plateforme qui va s'occuper pour vous de toute la gestion du crypto. Pour vous, c'est quand même un peu une boîte noire. Vous avez votre portefeuille comme si vous étiez sur Boursorama. Vous savez que vous avez acheté des cryptos, mais vous n'en savez pas beaucoup plus. Ce qui est compliqué aussi quand vous achetez en direct, il faut faire attention aux frais de transaction qui sont souvent opaques, qui sont variables en fonction des plateformes, qui sont variables en fonction de la date à laquelle vous réalisez la transaction, en fonction du montant que vous investissez. Ce que nous disent les spécialistes, c'est que 4-5%, c'est quand même le minimum du montant investi pour se positionner sur une crypto-monnaie. Donc ensuite, ça, c'est les frais au moment où vous achetez. Les frais de gestion, c'est pareil, ça dépend un peu des plateformes, ils sont moins élevés, hein, les frais de gestion, mais on va essayer de vous facturer des frais quand vous faites du trading, on va essayer de vous facturer des frais quand vous faites des retraits, et les informations au niveau de ces frais ne sont pas toujours faciles à trouver. L'autre inconvénient quand on achète en direct, c'est le problème de transmission, c'est qu'est-ce qui se passe si je décède, comment on fait pour retrouver ma crypto et comment on fait pour la transmettre à mes héritiers. Les notaires, ils s'y cassent les dents aujourd'hui. Donc nous, on a réfléchi, on a cherché, on a trouvé une solution qui vous permet de vous positionner sur les cryptos de manière un petit peu plus sécurisée. On a identifié une société qui s'appelle AlphaCap, Digital Asset. Donc, en fait, AlphaCap, ça va être un mandant qui va s'occuper pour vous de votre placement en crypto. Donc, il a deux versions. Il y en a une où il est un petit peu société de gestion d'un panier de crypto-monnaies. On en reparlera tout à l'heure. Mais sinon, vous pouvez lui dire, je veux acheter mes bitcoins avec vous. Je vous confie un ordre d'achat. Il va s'en occuper. Il va s'occuper donc de la souscription. Il va s'occuper de la protection. Il va vous le mettre sur un coffre-fort numérique individuel, ségrégué, c'est-à-dire séparé de tous les autres sur lesquels vous pourrez conserver votre crypto. Donc, vous aurez la traçabilité. C'est lui qui s'occupera des relations avec les notaires s'il y a un problème au niveau de la succession. Et comme vous lui avez confié votre portefeuille, votre crypto sous forme de portefeuille, ben, c'est un petit peu comme si vous étiez dans un contrat d'assurance vie. Vous serez facturé uniquement lorsque vous passez vous transformez votre portefeuille du crypto en euros. Alors pour les frais, évidemment, vous avez un petit peu plus de frais, notamment de gestion, que si vous l'achetiez en direct. En direct, vous êtes à peu près, vous voyez, même un peu inférieur au prix que vous pourriez avoir sur une plateforme traditionnelle. Par contre, en gestion, vous payerez un petit peu la sécurité que vous apporte AlphaCap Digital Asset en lui versant une rémunération annuelle de l'ordre de 1,8% par an. Donc, voilà un petit peu la solution
que propose AlphaCap, qui est une filiale, donc c'est une société de création récente, hein, qui a 5 ans à peu près, mais qui a passé l'année 2022, qui était quand même compliquée pour les sociétés qui étaient en crypto, qui est une société qui est aussi un prestataire de services en actifs numériques, donc qui a déposé qui a demandé son agrément à l'autorité des marchés financiers, en tout cas qui a déposé sa demande auprès de l'AMF. On vous a mis son numéro et qui est filiale d'un grand groupe de gestion qui s'appelle Mata Capital, qu'on connaît bien, qui est spécialisé dans l'immobilier, qui a 2 milliards d'encours sous gestion. C'est un petit peu rassurant de confier son argent et de confier ses clés à une société qui est dans un groupe qui est solide et puissant. Donc ça évite quand même la boîte. C'est une solution qu'on ne met pas complètement en avant, mais qui vous facilite la vie si vous ne savez pas trop comment gérer vos cryptos. Il y a une deuxième manière d'investir dans les cryptos, c'est pas d'investir en direct si vous trouvez que c'est trop compliqué, que c'est la boîte noire, que c'est pas sécurisant. Il y a une deuxième solution, bon malheureusement elle n'est pas tout à fait ouverte aujourd'hui aux Français de France, c'est d'acheter via des ETF. Vous vous rappelez, les ETF, c'est ce qu'on appelait la gestion passive tout à l'heure, c'est-à-dire que là vous allez acheter des produits financiers dont l'objectif est de répliquer le cours du Bitcoin. Donc il y a des sociétés qui sont spécialisées dans cette réplication, notamment aux États-Unis, et notamment toutes les grandes sociétés de gestion d'actifs ont créé leur ETF Bitcoin. Et donc, l'avantage, c'est que vous allez suivre la performance du Bitcoin sans en avoir les risques de conservation, les risques de vol, les risques de tout ce que vous voulez. Et donc, jusqu'à il y a 6 mois, c'était pas possible. Puis en début d'année, les autorités américaines, un peu contraintes et forcées, il faut le dire, ont autorisé les premiers ETF d'abord sur le Bitcoin et pendant l'été, ils ont autorisé d'autres ETF qui sont sur l'Ether. Donc vous avez les 2 principales crypto-monnaies, celles qu'on vous recommande quand même si vous devez investir dans la crypto-monnaie, qui peuvent être acquises sous forme de papier, sous forme d'ETF, avec des banques qui vous garantissent quelque part la propriété de votre Bitcoin ou de votre Ether indirectement. L'inconvénient, c'est que en France et en Europe, c'est pour l'instant pas autorisé. Ça va venir, hein, mais c'est pas autorisé. Il y a les ETC, c'est l'équivalent de l'ETF, mais pour les professionnels. Donc il y a quelques ETC qui sont ouverts à la souscription, plutôt au Royaume-Uni et plutôt pas pour des particuliers quand même, hein, plutôt pour des investisseurs institutionnels. Donc voilà, ça viendra, les ETF, c'est la solution la plus intelligente normalement, même si elle ne vous déconnecte pas complètement du microcosme financier, que vous êtes encore quand même sur l'écosystème bancaire au sens large, ce qui n'était pas la philosophie de départ du Bitcoin. Bon, vous avez une troisième manière d'investir dans les cryptos. Si vous n'êtes pas résident américain, vous ne pouvez pas avoir accès aux ETF. Si vous n'avez pas envie d'acheter avec Binance parce que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, et si AlphaCap, ça ne vous plaît pas parce que ça coûte trop cher, par exemple, vous pouvez acheter des OPCVM cotés. Alors, les OPCVM cotés, par définition, ils vont pouvoir investir que dans des sociétés cotées. Donc là, vous êtes sur les OPCVM de type gestion active qu'on avait évoqué en début de webinaire. Donc, vous allez avoir un gérant, il va aller repérer toutes les sociétés qui dépendent du crypto ou éventuellement de la blockchain, qui est le support d'infrastructure des crypto-monnaies. Et donc, vous n'allez pas être directement investi sur de la crypto-monnaie, mais vous allez investir sur des valeurs dont la réussite dépend des crypto-monnaies. Donc, si vous trouvez que le Bitcoin est volatile, les OPCVM qui investissent dans des actions qui dépendent du Bitcoin ou des blockchains, c'est encore plus volatile. Mais c'est pas mal. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait mis un graphique du fonds Rothschild Blockchain Global Equity. Je vous avais montré qu'il était très volatile, mais vous vous rappelez qu'il était trop volatile, mais il était aussi très performant. Donc Rothschild est l'une des sociétés de gestion qui a créé des OPCVM comme ça qui vous permettent d'investir sur des valeurs liées à la crypto-monnaie. Il y en a d'autres, Tobam, Melanion, ils sont aussi historiquement, ils ont une présence encore plus ancienne sur les cryptos, enfin sur toutes les valeurs qui sont liées aux cryptos. Ils sont un peu moins connus que Rothschild. Il y en a une quatrième que j'ai pas mise, mais il y a la financière d'Uzès qui a créé un fonds aussi qui est spécialisé sur la blockchain. Donc, vous voyez, ça existe, c'est très volatile, ça vous permet
de vous positionner sur cette classe d'actifs avec beaucoup de volatilité, mais pas avec le risque de la boîte noire ou de la perte voilà, ou de la transmission. Et ensuite, on a l'équivalent du private equity aussi. Hein. Donc là, vous allez confier votre argent à des sociétés de gestion qui, elles, vont créer un panier de crypto-monnaies et vont essayer d'investir dans ce panier de crypto-monnaies en fonction de leurs anticipations des cours futurs. Donc, s'ils pensent que le Bitcoin va être en retard par rapport à une crypto-monnaie que je ne vous citerai pas parce que je ne la connais pas et sur laquelle ils ont des convictions, ils vont plutôt vous positionner sur cette crypto-monnaie-là, la surpondérer, et du coup, vous allez avoir un portefeuille de crypto-monnaies plus diversifiées que si vous avez acheté que de la Bitcoin ou que de l'Ether, par exemple, qui sont les deux cryptos les plus connus. Et donc, vous aurez un portefeuille probablement moins volatile, mais où vous allez avoir des cryptos que vous connaissez pas forcément, et donc vous allez devoir faire confiance aux gérants. Et l'inconvénient, ben, c'est qu'on n'a pas encore de recul par rapport aux performances de ces centaines de cryptos qui existent et qu'on ne sait pas trop comment aller sélectionner les bonnes cryptos. Alors les gens, ils vous disent ils ont la clé, qu'ils savent faire, mais bon, ça, on verra dans quelques temps. Et puis, il faut évidemment payer le gérant. Comme tout à l'heure, la gestion active, il fallait payer le gérant qui allait aller sélectionner les actions. Là, il fallait payer le gérant qui va aller sélectionner les cryptos. Donc, il y a deux sociétés qui font ça. Il y a Tilvest, et qu'on connaît en tout cas, qui font ça pour les Français de l'étranger. Il y a Tilvest et il y a AlphaCap. Donc évidemment, on vous a mis en bas d'écran que c'est des produits qui présentent des risques de perte en capital, de liquidité, de solvabilité, mais ça on vous l'a dit, on ne peut pas avoir de performance si on ne prend pas de risque. Donc on a fait le tour des crypto-monnaies. Il y a des solutions pour investir, il y a des solutions à la portée de tous, y compris des Français qui n'habitent pas en France. On voulait évoquer enfin, pour en terminer avec ces différents produits financiers, ce qu'on appelle de manière générique le crowdfunding. Donc le crowdfunding, vous savez, c'est ce qu'on retrouve sur les plateformes Internet, qui a connu beaucoup de succès ces dernières années, et qu'on appelle aussi la finance participative, et qui permet le développement de projets de toutes sortes, en s'appuyant sur les contributions financières du grand public, de vous et moi, et en dehors des circuits habituels. Les circuits habituels sont les banques, ce sont les business angels, les fonds de private equity, tout ce que vous voulez. Le crowdfunding, ça efface tous ces intermédiaires-là et ça met en relation directement un porteur de projet avec un investisseur. Sur le papier, c'est très bien. Vous savez qu'on a trois types de crowdfunding qui se sont développés au travers des plateformes, notamment Internet. Donc, vous avez des plateformes qui font du don. Donc là, le don, ça peut être avec ou sans contrepartie. Vous avez des plateformes qui sont spécialisées sur le prêt. Donc, le prêt sans intérêt, on est presque, c'est pas le don, enfin, c'est quand même un cadeau qu'on fait à l'investisseur. Prêt avec intérêt, on est plus sur des marchés, on est sur des produits proches des placements financiers traditionnels. Et puis ensuite, on peut vous proposer donc, non pas de faire des dons, non pas de faire un prêt, mais d'investir directement en capital de société. Donc, ce capital, c'est souvent en actions. Et donc là, vous allez vous retrouver comme un business angel qui investit dans une société avec un projet. Donc ça, c'est les trois types de crowdfunding qu'on retrouve sur le marché. Donc avant d'investir, faites bien attention, parce que évidemment, quand vous achetez des actions, vous prenez plus de risques que quand vous faites des prêts. Et quand vous faites des dons, ben, au moins, comme ça, vous savez que l'argent, vous le retrouverez pas, sauf à ce que la contrepartie soit intéressante. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va retrouver comme typologie d'investissement dans le crowdfunding? Il y a deux grandes catégories schématisées. Hein. Il y a le financement immobilier, donc ça, c'est ce qui était très à la mode jusqu'à ce que la crise immobilière secoue le marché français et européen. Donc, les financements immobiliers, schématiquement, comment ça se passe? Vous avez un promoteur qui veut lancer un programme immobilier.
il va aller voir sa banque va lui dire, OK, moi je veux bien financer le programme, mais il faut qu'il soit prévendu à hauteur de, je sais pas, 40 ou 50%. Et une fois qu'il est prévendu à 40 ou 50%, moi je veux bien mettre 30 à 40% de crédit, mais il faut que vous mettiez 15 à 20% de fonds propres. Donc le promoteur va aller voir la plateforme de crowdfunding et va dire, ben, moi sur ces 15 ou 20% de fonds propres que je dois mettre, je vais en mettre que la moitié, et l'autre moitié elle sera apportée par par le grand public qui va comme ça participer à la réussite de l'opération immobilière et qui sera un petit peu rassuré par le fait qu'une partie du programme a été prévendue et par le fait que les flux financiers transitent par la banque. Ça, c'était le schéma théorique au moment où ces opérations se sont développées. Il y a eu ensuite moult variantes, mais au final, pour que ces produits fonctionnent bien, il faut que le promoteur ou le marchand bien, quand c'est une opération sur de l'ancien, il faut qu'il gagne bien sa vie ou qu'il gagne sa vie hein, et que l'opération se déboucle correctement. Bon, il y a beaucoup d'opérations qui se sont débouclées correctement, il y en a d'autres qui se sont moins bien débouclées. Il y a encore pas mal d'opérations qui sont montées sous cette forme-là, mais de manière moins majoritaire que ça l'était il y a 2 ou 3 ans. La conjoncture, elle est quand même compliquée en France. Donc, faites bien attention, on y reviendra tout à l'heure, mais quand vous faites ça, vous voyez bien quand même que la banque, elle a déjà prêté, elle a pris sa garantie, et vous allez investir les fonds propres comme le promoteur, et des fois, quand le placement était très, très à la mode, il y a le promoteur, il ne mettait même pas de fonds propres, c'était le grand public qui apportait tous les fonds propres. Et le promoteur, il était moins motivé, on va dire, à la réussite de l'opération que s'il avait mis ses propres sous. Donc ensuite, il y a un deuxième type de financement sous forme de prêt ou d'action qui se déroule en crowdfunding. C'est tout ce qui est financement de start-up ou de sociétés de création qui sont plus ou moins récentes. Donc, on peut avoir des sociétés qui ont 3-4 ans d'âge. Puis nous, on a aussi des sociétés qui font 30-40 millions de chiffre d'affaires qui recourent au crowdfunding parce que ça leur permet d'avoir accès à de l'argent qu'elles estiment être moins cher que si elles devaient lever des fonds sous forme d'une augmentation de capital, par exemple. Donc, vous voyez, on retrouve un petit peu une espèce de private equity immobilier, une espèce de private equity plus classique. Moi, je vous ai quand même mis un avertissement sur l'écran. Pourquoi? Faites attention quand vous investissez dans ces projets-là, parce qu'il y a toujours une asymétrie d'information. Asymétrie, ça veut dire que vous allez investir avec quelqu'un qui en connaît plus que vous sur ce qu'il est en train de vous vendre. Donc, l'émetteur du projet, celui qui vous demande des sous, lui, il connaît bien la viabilité de son entreprise. Donc, quand il vous propose d'investir en actions, faites bien attention à la valorisation, que la fraction du capital qu'il vous donne elle vous permet effectivement de participer à l'enrichissement, c'est pas sûr. Et n'oubliez pas que si l'émetteur de votre obligation ou de votre action vient vous voir, c'est souvent parce que les banques ont considéré qu'elles avaient déjà suffisamment prêté et que donc soit elles ne voulaient plus, soit elles demandaient un surcroît de rémunération que le porteur de projet ne voulait pas assumer. Donc souvent, le crowdfunding, c'est quand la banque ne veut pas ou quand le capital en fonds propres, il est trop cher. Bon, c'est là où on vient voir le grand public. Et donc, il faut regarder ça de manière professionnelle. Ça peut être bien, mais il faut faire attention. Donc, nos conseils, pour l'instant, même si on pense que le marché immobilier va probablement se retourner dans les mois à venir, pour l'instant, on recommande de rester à l'écart de tout ce qu'on vous a dit là sur le crowdfunding immobilier. Promoteurs et marchands de biens, ils sont pas à la fête, et vous savez jamais quand ils lèvent des fonds aujourd'hui si c'est pas pour renflouer une opération précédente en la masquant sous la forme d'une nouvelle opération. Il faut être quand même très prudent. C'est souvent des opérateurs qui ont des problèmes financiers et la situation n'est pas complètement saine. Et sur le crowdfunding plus traditionnel, nous, on vous recommande de travailler avec des plateformes reconnues qui ont un track record. Nous, on travaille avec une société qui s'appelle Vatel Capital, qui a monté une petite plateforme de crowdfunding, mais eux, ils font ça plutôt pour des sociétés matures qui font minimum, qui sont des fois cotées en bourse, hein, puisqu'on avait fait une il y a 6 mois là, qui était cotée à l'Access, au marché Access, je crois.
Et donc, on a quand même une visibilité financière beaucoup plus forte que sur une start-up. Et on ne fait pas beaucoup d'opérations de ce type-là. On en sélectionne une ou deux par an en capital et pas plus, ou même en obligation. Ça, c'est pour les plateformes. Mais je vais vous présenter là, juste après, une opération qu'on peut assimiler, un placement qu'on peut assimiler à du crowdfunding, mais qui n'est pas distribué par une plateforme. Donc, nous, c'est Vatel Capital, c'est deux, trois opérations par an. Si vous êtes client chez nous, si vous êtes en relation avec nous, on vous les présentera au fur et à mesure qu'on les sélectionne. Alors, je vous ai promis un placement assimilable à du crowdfunding qu'on aime bien. On a un partenariat de financement avec une société qui s'appelle CVE. Disons que depuis les années 2010, on avait participé au développement d'une société concurrente de CVE qui s'appelait Photosol. On a fait une dizaine d'opérations de levée de fonds avec nos clients qui se sont toutes très bien passées. Les clients adoraient ça. Mais Photosol a été revendu il y a 2 ans à un gros groupe coté en bourse qui s'appelait Ruby, qui est une société de stockage pétrolier. Et donc depuis, Photosol n'a plus besoin de lever des fonds auprès de nos clients. Et on a trouvé une autre société concurrente de Photosol, qui est un peu plus grande d'ailleurs que Photosol, qui a à peu près le même historique et qui s'appelle CVE. Donc CVE, ils sont spécialisés dans la production d'énergie renouvelable. Donc ils ont 3 types de métiers. Ils font du solaire, beaucoup. Ils font de l'hydrogène depuis peu et ils font du biogaz. En partenariat avec un fonds qui s'appelle Swen Capital. Donc, c'est une société qui vient pas de nulle part, hein, puisqu'ils ont quand même fait 91 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Ils ont une marge d'exploitation qui fait quasiment la moitié du chiffre d'affaires. Ils ont 1,2 milliard qui ont été investis dans les actifs d'exploitation. Ils produisent 1,4 TWh d'énergie renouvelable. C'est la consommation d'une ville de 600 000 habitants. Donc, vous voyez, ça commence à être significatif. Ils ont 3300 mégawatts de portefeuille sécurisé en cours de développement sur un portefeuille total en cours de développement de 4 800 millions d'euros. Pardon, ce n'est pas des millions d'euros, c'est des mégawatts. Et ils ont 740 mégawatts en construction et aussi en exploitation. Donc, c'est le numéro 3 en France, derrière Engie, Neoen, je crois. Donc, vous voyez les chiffres, on vous les a mis en bas. À droite, vous voyez que ça va très vite, ça monte assez vite. Vous voyez que c'est rentable, enfin c'est rentable en exploitation, hein, parce qu'il faut supporter les frais de développement. Et vous voyez aussi qu'ils sont partout, ils sont présents partout dans le monde, ils sont présents en Europe, ils sont présents en Espagne où l'énergie solaire se développe très vite, ils sont présents aussi aux États-Unis, au Chili et en République sud-africaine. Donc, ce qui nous sécurise beaucoup, c'est que c'est un groupe qui a fait appel à un fonds de private equity international qui s'appelle ICG, qui est un fonds reconnu dans les métiers d'énergie renouvelable. Et ICG, ils ont investi 200 millions d'euros dans CVE. Et la dernière levée de fonds, elle a eu lieu au début de l'année 2023. Et donc, ça veut dire qu'au début de 2023, le fonds de private equity, il a quelque part validé le projet d'entreprise de CVE et il a parié 200 millions quand même, hein. Donc, c'est quand même rassurant. Alors, CVE propose trois types de placements qu'on vous a décrits très succinctement. Donc, il y a des placements trois types de placements obligataires et un type de placement qui est sous forme action. Donc, le placement obligataire, vous voyez, il y en a pour toutes les bourses. Donc, le produit de base, l'obligation de base, c'est une obligation à 5 000 euros. C'est une obligation qui va durer 5 ans. C'est super simple. Vous avez votre coupon annuel, il vous rapporte 7%. Vous investissez au minimum 5 000 euros. Vous le mettez soit au nominatif, donc CVE accepte les souscriptions au nominatif de Français de l'étranger. Vous pouvez le mettre en compte titre, mais vous savez que c'est pas toujours simple d'ouvrir un compte titre en France quand on n'y habite pas. Et vous pouvez aussi le mettre sous forme d'assurance vie au Luxembourg, mais là c'est pour des montants un peu plus élevés.
Vous n'avez pas de frais, c'est du 7% net, avant fiscalité évidemment. Donc ça, c'est le premier type de produit, le plus basique. On a un deuxième type de produit qui vous rapporte un peu plus, puisque vous avez 8%. C'est un produit, ça vous rapporte plus parce qu'il faut investir un peu plus. Vous investissez 100 000 euros. Pareil, vous pouvez le mettre au nominatif ou en assurance vie au Luxembourg. Mais là, la différence, c'est que, alors, par contre, il y a une faute de frappe, une faute d'orthographe là, sur le gré du souscripteur, mais globalement, vous avez une liquidité possible tous les ans. Il ne faut pas qu'il y en ait trop qui demandent en même temps la liquidité. C'est conditionnel, mais globalement, vous pouvez sortir une partie de votre argent tous les ans si vous en avez envie. Sinon, vous conservez vos 8% sur 5 ans. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a sélectionné des obligations qui sont plutôt sur les sociétés du haut. Pourquoi? Parce que ces sociétés-là ne dépendent pas de la bonne fin d'un projet particulier ou d'une filiale particulière. On ne propose pas à nos clients d'investir au Chili, alors que c'est possible, ou aux États-Unis. Nous, on vous propose d'investir plutôt au niveau des maisons mères, au niveau français, parce qu'on a quand même plus de visibilité. Donc, vous voyez là, on a un montant un peu plus élevé, un rendement un peu plus élevé et des possibilités de sortie anticipée de temps en temps. Troisième type de produit, donc là, on est sur un ticket encore plus élevé. Alors pour ce prix-là, 150 000 euros, vous allez avoir un rendement. Alors, j'avais mis un graphique pour vous expliquer comment le rendement fonctionnait, mais il a disparu de mon écran. Donc, mais globalement, si vous voulez, on a un rendement progressif. Donc, en fait, c'est vous qui choisissez, au bout d'une certaine durée, de conserver ou pas votre placement. Et plus vous le conservez longtemps, plus la rémunération augmente. Et donc, si vous allez jusqu'à 9 ans, vous allez avoir 9% de rendement par an. Donc ça, c'est assez intéressant parce que au fur et à mesure que vous avez de la visibilité sur la solvabilité de la société, soit vous demandez le remboursement si vous n'avez pas confiance, soit vous allez jusqu'au maximum pour toucher le maximum de rendement si vous pensez que la société va continuer à vous payer correctement. Donc là, on est sur des durées au maximum de 8 ans. Vous voyez, en fait, on le retrouve là, mon schéma que j'avais perdu. J'ai dû insérer une diapositive de trop. Donc, c'est la même diapositive que précédemment, le même placement, mais avec le schéma qui vous explique comment vous pouvez progressivement augmenter la rémunération de votre placement. Vous voyez, tous les 2 ans, vous pouvez dire stop ou encore. Donc, quand même, si vous dites stop au bout de 2 ans, vous aurez quand même 7% sur 2 ans. C'est pas si mal hein, dans le contexte actuel. Et si vous souhaitez aller jusqu'au bout, vous pouvez avoir jusqu'à 9%. Évidemment, tous ces placements-là, c'est des obligations, c'est censé être garanti, mais c'est garanti que si CVE, ils continuent à vivre leur vie, qu'ils continuent à prospérer, à faire des bénéfices et à générer des liquidités qui permettent de vous rembourser. C'est des produits obligataires, mais qui dépendent, comme on l'avait dit au début du webinaire, de la solvabilité de l'émetteur. Et ensuite, je voulais présenter le dernier produit, c'est de la gamme. C'est un produit qui a été lancé il y a un mois, qui est un produit qui est sous forme d'actions, mais c'est des actions un petit peu particulières. Donc là, on est sur la partie française du groupe CVE et on va investir. C'est normal parce que c'est un investissement qui est notamment accessible aux souscripteurs qui ont un PEA et qui sont résidents français et qui cherchent à diversifier un petit peu leur portefeuille d'actions. Donc CVE leur a proposé cette solution-là, mais elle ne s'adresse pas uniquement à des titulaires de PEA, elle s'adresse, vous pouvez la mettre en assurance vie au Luxembourg, vous pouvez aussi l'acheter au nominatif. Donc la particularité de ces actions, c'est que vous avez une option pour revendre votre action à CVE au bout de 5 ans. Et CVE, si vous levez cette option de sortie, il vous rembourse votre action avec un rendement capitalisé de 7,5% par an. Donc ça, c'est un objectif de plus. Alors, c'est des actions, donc c'est pas aussi certain que si vous aviez acheté les obligations de CVE, mais vous avez quand même cette rentabilité de 7,5% que vous devrez avoir net de frais et brut de fiscalité.
le coupon, non, là, le coupon, il est annuel, mais capitalisé. Donc, vous ne le touchez pas tous les ans. Et il faut mettre 100 000 euros au minimum. Donc, ça, c'est le CVE n'a pas lancé ça pour les Français de l'étranger. On l'a mis pour mémoire. C'est surtout pour les personnes qui cherchent à défiscaliser ou pour les personnes qui, vous savez, pour les sociétés qui ont vendu leur entreprise, qui ont des obligations de réinvestissement. Et CVE Solar France 2024 permet d'être utilisé pour ces réinvestissements-là. Nous, on vous conseillerait plutôt de choisir sur les trois précédents produits qui sont plus adaptés aux Français de l'étranger. Voilà un petit peu les produits qu'on souhaitait vous présenter ce soir. Donc, on a vu les produits les plus accessibles à une clientèle de particuliers, qui sont les produits qui sont disponibles sur les marchés financiers. Rappelez, les actions, les obligations. Ensuite, on a vu des produits qui sont aussi sur les marchés financiers, mais un peu des caractéristiques un peu différentes puisqu'ils visent une performance absolue et qui sont un petit peu plus techniques. Ensuite, on a vu des produits entre les marchés financiers et les marchés du non-coté, c'est les produits structurés. On a l'airbag de sécurité. Et ensuite, on a abordé les cryptos avec les avantages et les inconvénients de ce type d'actifs en essayant de faciliter la démarche de souscription. Pour finir avec le crowdfunding et avec une solution dans le crowdfunding qui nous paraît intéressant et qui est ouverte aux Français de l'étranger, qui sont les obligations qui sont émises régulièrement par CVE. Donc enfin, je voulais clore ce webinaire en vous présentant un petit peu mieux notre cabinet pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc nous, on organise des webinaires avec les Français de l'étranger un petit peu tous les mois. On fait ça depuis 1 an et demi. On avait commencé par quelques pays africains, donc on a élargi à l'ensemble de l'Afrique et on le fait maintenant avec l'Amérique latine. Donc Maubourg Patrimoine, c'est un cabinet qui existe depuis une quarantaine d'années. On dit qu'on est indépendant parce que on n'a aucun actionnaire financier au capital, on n'a aucun conflit d'intérêts et on est spécialisé depuis 40 ans dans le conseil aux familles, dans le conseil aux professions libérales et dans le conseil aux chefs d'entreprise. On a beaucoup de clients qui sont chefs d'entreprise ou même d'entreprises en France. On travaille avec les Français de l'expatrié depuis 2008. Hein. On a fait une croissance externe qui nous a permis de nous positionner sur cette clientèle-là, qu'on aime bien. On a une douzaine de professionnels qui sont au sein de notre cabinet. Donc ça, c'est une volonté de ma part d'avoir un cabinet qui est ni trop grand parce que ça devient un peu une usine à placement financier, ni trop petit où là, on a du mal à tout connaître, à maîtriser tous les produits, à maîtriser tous les conseils, tous les domaines du droit, par exemple. Donc, c'est la taille qui nous paraît la bonne, à la fois pour apporter de la compétence à nos clients et pour pas être une banque ou une grande entreprise comme les autres. Donc, on a à peu près 2000 clients, on a 300 millions d'actifs. Donc, vous voyez, on est vraiment positionné comme on le souhaite. On a 50 millions pour les Français de l'étranger. Donc, voilà un petit peu notre histoire en bref. Donc, moi, je m'appelle Patrick Fontan. J'ai racheté le cabinet il y a une dizaine d'années maintenant. Auparavant, j'avais une expérience de crédit, notamment de crédit immobilier au sein du Crédit Foncier, où j'avais géré la crise immobilière dans les années 90. Ensuite, j'ai développé au sein du Crédit Foncier une activité dédiée à la clientèle fortunée. Cette activité, elle a été vendue par le Crédit Foncier à une banque de gestion de fortune créée par les caisses d'épargne, par le groupe Caisse d'épargne qui venait de racheter le Crédit Foncier, qui s'appelait à l'époque la Compagnie 1818 et qui s'appelle maintenant Natixis Wealth Management. Donc, j'ai co-créé cette banque en 2004 et j'ai dirigé l'activité crédit et immobilier de 2004 à 2008. Alors, à partir de 2008, j'ai voulu être un petit peu entrepreneur. Donc là, j'ai trouvé, on m'avait proposé d'être directeur associé d'un fonds d'investissement qui s'appelait Développement et Partenariat, où donc là, j'étais entre l'entrepreneuriat direct et la banque, hein, et la finance, on était entre les deux. Donc, j'ai acheté des sociétés et développé des sociétés pendant 4 ans dans ce fonds, dont le nom était Développement et Partenariat. Et depuis une dizaine d'années, donc, je m'occupe du groupe financier Maubourg, qui regroupe 2 marques, Maubourg Patrimoine pour la clientèle de famille et de profession libérale, et Maubourg Entreprise pour la clientèle entreprise.
Donc voilà un petit peu mon parcours. Je suis aidé par la personne qui vous prie de l'excuser de ne pas pouvoir être présente ce soir, qui est Steph Nimby, qui est mon fidèle collègue pour tout ce qui est clientèle internationale. Donc lui, il a travaillé pendant 20 ans dans le conseil financier. Donc je l'ai choisi parce qu'il avait été directeur commercial d'abord d'une société de gestion de private equity qui s'appelle Thomas Lloyd, qui est une société internationale dont vous avez peut-être entendu parler. Mais il était aussi auparavant senior private banker dans de grandes banques au Luxembourg, notamment la BIL et notamment BNP Paribas. Et avant, il était banquier privé en France. Donc, il a tout à fait l'expérience pour répondre à vos questions, même les plus pointues. Et surtout, il est rodé à toutes les problématiques internationales et elles ne sont pas négligeables, notamment quand il faut trouver des assureurs qui acceptent des clients de pays compliqués pour eux, en tout cas pour leur service conformité, ou pour trouver des banquiers pour financer les opérations. Il n'y arrive pas à chaque fois, mais il fait le maximum. Donc on a une deuxième personne qui peut être à votre service, en tout cas pour ceux d'entre vous qui nous écoutent et qui sont au Portugal. On a une personne avec qui on travaille, on a un partenaire au Portugal qui s'appelle Christophe Purolan, qui nous écoute certainement ce soir et qui donc s'occupe de tous nos clients français qui résident au Portugal. Et on a une troisième personne qui est dédiée à la clientèle internationale, qui s'appelle Aline Souza, et elle est plutôt chargée de tout ce qui est couverture santé, prévoyance. Donc on a aussi pas mal de clients qui nous sollicitent pour cette partie-là, qu'on souhaite développer, et Aline, elle s'occupe que de ça. Donc, vous voyez, on a peut-être une douzaine de personnes, mais on en a une bonne partie qui ne s'occupe que de ça. On a aussi un back-office, un middle office, qui s'occupe de vos affaires quand vous êtes nos clients. Alors, pour vous rassurer un petit peu, vous savez qu'on est un métier de réglementation, on est un pays de réglementation en France, donc nous, on est dans un pays de réglementation, mais on est dans un métier qui est particulièrement réglementé dans ce pays de réglementation. Donc, on a quatre réglementations qui nous régissent. La première, on a dans notre métier de courtier d'assurance et réassurance, c'est le métier qui nous permet de vous proposer des produits d'assurance vie en France ou au Luxembourg, les produits de santé dont on a parlé tout à l'heure, mais on fait aussi des produits d'assurance automobile ou d'assurance pour les maisons. On fait des assurances pour les entreprises, les collectives. Donc tout ça, c'est le métier de courtier d'assurance et réassurance. Et ça, donc on est immatriculé dans un registre que vous pouvez consulter qui s'appelle l'ORIAS, où vous pourrez vérifier tout ce qu'on vous dit. Et on est contrôlé par l'ACPR, qui est l'autorité de tutelle, qui s'assure que tous les courtiers en assurance et réassurance respectent bien la réglementation. Donc ensuite, on est conseiller en investissement financier. Donc ça, c'est le métier c'est le tampon qui nous permet de vous vendre des produits de private equity, des produits comme les SCPI aussi, ça fait partie de la réglementation de conseiller en investissement financier. C'est au travers aussi de ce métier-là qu'on peut vous proposer des comptes titres. Donc ce métier de conseiller en investissement financier, il est contrôlé par l'autorité des marchés financiers, qui est le pendant de la CPR pour tout ce qui dépend du code monétaire et financier. Voilà, on a un troisième métier qui est aussi placé sous l'égide de l'AMF, qui est le métier d'intermédiaire en opération de banque et services de placement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce métier d'intermédiaire en opération de banque? On peut vous proposer des crédits. Alors, pour les Français de l'étranger, on a des solutions, mais c'est assez compliqué. On peut y revenir à l'occasion dans un prochain webinaire. Et on peut vous proposer aussi des comptes à terme. Donc là, c'est un peu moins à la mode maintenant, mais à la fin de l'année dernière, on en a beaucoup fait. Et on travaillait notamment avec la banque qui s'appelait My Money Bank, qui a racheté les activités de HSBC en France. On a un quatrième métier, c'est celui qui nous permet de vous proposer des produits immobiliers. Donc là, c'est un métier, la tutelle est un peu moins forte, mais quand même, c'est quand même beaucoup de papiers. C'est la Chambre de commerce de Paris. Et donc, on est régi par la loi Hoguet. On a une carte de transaction qui nous permet de vous proposer en toute légalité des produits immobiliers. Ça peut être des produits dans le neuf, mais ça pourrait être aussi des produits dans l'ancien. Ça peut être du résidentiel ou du bureau. On fait un petit peu tout ça et on est surveillé dans tout ce qu'on fait. Alors, j'ai été long. En plus, comme je suis tout seul, j'arrive pas à bien calibrer le temps qui passe. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. J'espère vous avoir en conclusion, vous avoir convaincu
que vous avez trois bonnes raisons pour travailler avec notre cabinet. D'abord parce qu'on a une expérience de terrain. Vous avez vu, je ne vous ai pas déroulé le parcours de tous les conseillers financiers, mais on maîtrise quand même ce dont on parle. Quand je vous parle de private equity, même si je ne l'ai pas fait ce soir, j'en ai fait. L'immobilier, les crédits, la finance et l'assurance, on l'a pratiqué depuis des dizaines d'années. Un accompagnement qui est local pour les Français d'Afrique et du Portugal. On va essayer de faire en sorte qu'il soit le plus local possible pour les Français d'Amérique latine. Steph Nimbi, qui n'a pas pu être là ce soir, se déplace assez fréquemment dans les pays africains. Et donc, Steph Nimbi peut s'occuper de vous pour vos besoins de placement, de protection sociale et de transmission. Donc, pour la protection sociale, il s'appuiera sur Aline Souza, dont on a parlé tout à l'heure. C'est un spécialiste. Son métier, c'est de vous conseiller. Et la troisième raison qui fait que vous pouvez vous sentir en sécurité avec nous, c'est comme je vous l'ai dit, on est un cabinet indépendant, on est familial. Il n'y a pas de fonds de private equity comme chez beaucoup de nos concurrents. J'ai pas envie qu'il y en ait d'ailleurs. Et on n'a aucun lien. Quand on vous présente un produit, par exemple CVE, on n'a aucune raison particulière en dehors de votre intérêt de vous proposer ce produit-là. C'est pareil sur les conseils qu'on vous a donnés sur les crypto-monnaies. Donc on est totalement indépendant dans nos conseils. J'espère ne pas avoir été trop rébarbatif. Je vous laisse nos coordonnées si vous souhaitiez nous joindre. De toute façon, vous avez mon adresse mail puisque je vous ai écrit. J'ai vu qu'il y avait une question qui nous avait été posée. Je vais essayer d'y répondre si j'arrive. Ah ben la question, vous voyez, j'y ai répondu puisqu'on nous demandait comment vous joindre. Donc vous avez nos téléphones. Et si vous le souhaitez, vous avez aussi mon portable, mon WhatsApp et mon adresse mail perso puisque je vous ai envoyé l'invitation. Une autre question qui est posée. Alors, il faut que j'arrive à me servir du truc. Non, il y a quelqu'un qui veut poser une question. Je ne sais pas si ça va marcher, je ne l'ai jamais fait. Je vous écoute, monsieur. Ça marche? Non, ça ne marche pas. Bon. Bonjour Patrick. Je vous écoute, alors on vous entend maintenant. Oui. Tout d'abord, merci pour votre présentation, c'était très clair. Moi, j'avais une question. Je réside au Portugal et quel est à peu près le ticket d'entrée moyen pour faire appel à vos services? Ça dépend quel ticket de quel type de placement vous parlez. C'est en assurance vie, notre ticket d'entrée sera un petit peu supérieur à, par exemple, l'investissement sous forme de SCPI. Donc, ça dépend un petit peu de votre projet d'investissement. Disons qu'à partir de quelques dizaines de milliers d'euros, vous pouvez prendre contact avec nous. Ok, merci beaucoup. D'accord. Alors, je n'ai pas évoqué tous les produits qu'on propose, parce qu'on a encore 10 webinaires qui sont proposés jusqu'à la fin de la présente année, enfin de l'année jusqu'au mois de juin. Donc, on va les aborder tous les uns après les autres. On connaît très bien le private equity, les placements immobiliers, mais on ne pouvait pas parler de tout ce soir. Ce soir, l'objectif, c'était de vous parler de placements financiers auxquels on ne pense pas toujours, comme le crowdfunding ou les cryptos, et de les mettre en rapport avec des placements qu'on connaît de manière un peu plus courante, comme les actions, les obligations, voire même les produits structurés. Alors, les questions, j'en vois plus. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me les poser. Sinon, je pense qu'on va clôturer ce webinaire en vous remerciant de la patience, parce que je vois que vous êtes encore nombreux. Je vois peut-être mal, mais il me semble qu'il y a une deuxième question. Bonsoir, quels pays d'Afrique sont concernés? Globalement, aujourd'hui, on a des solutions à peu près avec tous les pays d'Afrique. En tout cas, on n'a jamais eu de problème jusqu'à présent. C'est pas qu'on n'ait jamais eu de problème, on arrive à trouver des solutions à chaque fois qu'on nous pose un problème. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu précisément à la question. N'hésitez pas à vous appeler, à prendre contact avec nous, on trouvera une solution pour vous. Voilà. Ce que je vous ai pas dit quand même, on a des solutions pour tous les pays d'Afrique, pour le Moyen-Orient, comme je vois que c'est posé, comme je vois que une nouvelle question qui est posée, mais évidemment, nos partenaires, ils ont aussi des obligations, nous aussi d'ailleurs, de traçabilité d'argent, et évidemment, c'est pas parce qu'on accepte de prendre des souscriptions de pays
de Français qui résident dans des pays d'Afrique, d'Amérique latine, de Moyen-Orient, on respectera moins nos obligations que si c'était un pays de l'Union européenne. Au contraire, on va avoir des obligations qui seront un petit peu renforcées. Donc, on a des solutions, des fois, elles sont un peu papivores quand même. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que ce coup-ci, on s'est tout dit. Je vous remercie de votre patience et je vous dis, je l'espère en tout cas, à très bientôt. Allez, au revoir.